Une jeune fille pauvre pleure sur la tombe de sa sœur et hurle, elle est toujours en vie. Le jeune père milliardaire de la défunte remarque qu'elle ressemble trait pour trait à sa fille, avec la police, décide de faire exhumer le cercueil. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie fine mouillait les cheveux sombres de Cali tandis qu'elle resserrait son vieux manteau autour de son petit corps. Elle n'avait que 5 ans, mais connaissait déjà bien les rues de la ville. Ses grands yeux verts, curieux et alertes, observaient tout attentivement. Elle avait appris très tôt que prêter attention était important pour survivre. Ce soir-là, comme tant d'autres depuis la mort de sa mère 3 mois plus tôt, Cali cherchait un endroit où s'abriter. Le ciel gris s'assombrissait rapidement et elle serrait contre sa poitrine son unique trésor, une photographie froissée où sa mère souriait. « Tu as faim, gamine ?» demanda un homme qui vendait des hot-dogs au coin de la rue. Cali hésita, puis hocha la tête. Elle avait appris que certaines personnes étaient gentilles, même avec une enfant des rues. « Tiens », dit-il en lui offrant un hot-dog enveloppé dans une serviette. « Fais attention à ne pas te faire trop tremper. »« Merci », répondit-elle à voix basse, prenant la nourriture de ses petites mains. Tout en mangeant lentement pour savourer chaque bouchée, Cali continuait de marcher le long de l'avenue principale. Les magasins commençaient à fermer et l'agitation diminuait. C'était le moment qu'elle préférait, moins de gens signifiait moins de danger. Elle s'arrêta devant un magasin d'électronique. Les téléviseurs en vitrine diffusaient les informations du soir. Cali aimait regarder. Elle avait l'impression que cela lui donnait un aperçu du monde normal, celui où les enfants dormaient dans des lits et ne s'inquiétaient pas du froid. C'est alors que l'image à l'écran lui coupa le souffle. Après des semaines de recherches intenses, le corps de la petite Sloan Mercer a été inhumé aujourd'hui, annonça solennellement le journaliste. La communauté d'Oakville pleure la perte de cet enfant de 5 ans, kidnappé il y a un mois devant sa propre maison. Mais ce n'était pas la triste nouvelle qui figea Cali sur place. C'était le visage de la fillette qui apparaissait à l'écran. Elle laissa tomber le reste de son hot-dog par terre. « Elle me ressemble tellement », murmura Cali, plaquant sa main contre la vitre froide de la vitrine. La même forme de visage, les mêmes yeux verts, les mêmes cheveux sombres et raides tombant sur ses épaules de la même manière. C'était comme se regarder dans un miroir. La seule différence était le sourire. La fillette à la télévision souriait sur une photographie en couleur, vêtue d'une jolie robe, tandis que Cali portait de vieux vêtements bien trop grands pour elle. Le journaliste poursuivit, le corps a été retrouvé dans une zone boisée près de la ville. Ses parents adoptifs, Evan et Laura Mercer, ont organisé les funérailles aujourd'hui lors d'une cérémonie privée. Cali ne pouvait détacher son regard. Un homme apparut à l'écran, grand, les épaules affaissées, les yeux rougis par les larmes. Il tenait un ours en peluche. « Notre fille était pure lumière », dit l'homme, la voix brisée. « Quiconque a fait ça a détruit notre monde. » Un frisson parcourut le petit corps de Cali. Ce n'était pas seulement le choc de voir quelqu'un qui lui ressemblait autant. C'était quelque chose de plus profond, comme un fil invisible qui tirait sur son cœur. Elle posa la main sur sa poitrine, confuse par ce nouveau sentiment. « Je la connais », murmura-t-elle pour elle-même, sans comprendre pourquoi elle disait cela. Le journal télévisé passa à un autre sujet, mais Cali resta là, comme si ses pieds étaient collés au sol. La pluie tombait plus fort maintenant, mais elle le remarquait à peine. « Hé, gamine, tu vas rester plantée là toute la nuit ?» cria le vigile du magasin en sortant pour fermer la porte. « Allez, file d'ici !» Cali s'éloigna lentement, fixant toujours les téléviseurs qui montraient maintenant des publicités. Elle marchait sans but, essayant de donner un sens au tourbillon d'émotions. Où avait-elle déjà vu cette fille? Comment pouvait-elle se ressembler autant? Elle trouva refuge sous l'auvent d'un immeuble fermé, blotti contre le mur. Elle sortit de sa poche un vieux morceau de journal qu'elle utilisait pour se réchauffer les nuits froides. Mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de la fillette. Sloan. Un joli nom. Sloan, répéta-t-elle doucement, comme pour tester la sonorité. Elle ferma les yeux, pour la première fois depuis qu'elle vivait dans la rue, Cali rêva. Dans le rêve, elle courait dans un champ verdoyant avec une autre fille. Elles riaient ensemble, main dans la main. Quand l'autre fille tourna son visage, c'était comme se regarder dans un miroir. Elle se réveilla à l'aube, tremblante. Ce n'était pas seulement le froid. C'était la certitude qui grandissait en elle. « Elle n'est pas morte », dit-elle à l'obscurité. « Je peux le sentir. » Cali avait vu beaucoup de choses dans la rue. Elle avait appris à faire confiance aux signaux que son corps lui envoyait. Quand un endroit n'était pas sûr,
quand quelqu'un mentait, quand une tempête approchait. Et maintenant, son corps hurlait qu'il y avait quelque chose de très louche dans cette histoire. Lorsque le premier rayon de soleil toucha les immeubles, Callie était déjà debout, animée d'une résolution surprenante pour une enfant de 5 ans. Elle se mit à marcher. Elle devait découvrir où la fillette était enterrée. En passant devant un kiosque à journaux, elle vit la photo de Sloan en première page. Elle s'arrêta pour lire les gros titres qu'elle pouvait comprendre, « Adieu à Sloan ». Et en dessous, en plus petites lettres, elle déchiffra avec difficulté « Cimetière mémorial d'Oakville ». Callie ne connaissait pas grand-chose de la ville, mais elle avait entendu parler de ce cimetière. Il se trouvait dans le quartier riche, de l'autre côté de la rivière. Ce serait une longue marche. Elle resserra son vieux manteau autour de son corps et commença à marcher. À chaque pas, l'étrange sensation dans sa poitrine devenait plus forte, comme si quelqu'un l'appelait sans nom. « J'arrive » murmura Callie, parlant au vent. « J'arrive te trouver. » Le soleil était à peine levé quand Callie atteignit les grilles du cimetière mémorial d'Oakville. Elle avait traversé toute la ville, demandé son chemin et s'était même faufilée dans un bus quand le chauffeur ne regardait pas. Ses petits pieds lui faisaient mal dans ses baskets usées, mais son désir d'arriver l'a été plus fort que son épuisement. Le cimetière ne ressemblait à rien de ce que Callie avait jamais vu. Des arbres immenses, de l'herbe soigneusement tondue, des fleurs colorées sur de nombreuses tombes. Cela ressemblait plus à un parc qu'à un lieu de tristesse. Une douce brise agitait les feuilles et transportait le parfum sucré des fleurs ornant les pierres tombales. Callie s'arrêta devant les grandes grilles en fer. Un instant, elle eut peur. Et si un adulte lui demandait pourquoi une enfant de 5 ans était là, seule? Mais l'étrange sensation dans sa poitrine, celle qui avait commencé quand elle avait vu le visage de Sloan à la télévision, était plus forte que sa peur. « Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?» demanda un homme en uniforme, apparaissant de derrière un arbre, un balai à la main. « Où sont tes parents ?» Callie baissa les yeux, répétant le mensonge qu'elle avait préparé en marchant. « Ma maman visite une tombe. Elle m'a laissé me promener un peu. » Le gardien fronça les sourcils, regardant autour de lui. « Je ne vois personne à proximité. »« Elle est plus loin, par là, » dit Callie vaguement, désignant une partie éloignée du cimetière. L'homme n'avait pas l'air totalement convaincu, mais son expression s'adoucit en remarquant les vêtements en lambeaux de la fillette et depuis combien de temps elle n'avait pas dû prendre un vrai bain. « Qui cherches-tu, petite ?» Callie hésita, puis décida de risquer la vérité. « Sloan Mercer. » Le gardien soupira, ses épaules s'affaissant. « Oh, la petite fille qu'ils ont enterrée hier. Quelle tragédie !» Il désigna une zone plus éloignée. « Elle est par là, près de ce grand chêne. Il devrait y avoir encore beaucoup de fleurs. Tu la connaissais ?» « Oui, » mentit Callie, sentant une étrange boule dans sa gorge. « Nous étions amis. » L'homme hocha la tête avec sympathie. « Je suis désolé, gamine. Elle était bien trop jeune. » Il hésita, semblant mal à l'aise. « Écoute, tu ne devrais pas te promener seul par ici. Retourne vite voir ta maman, d'accord ?» Callie le remercia d'un signe de tête et se dirigea dans la direction qu'il avait indiquée, consciente de son regard sur son dos pendant quelques instants. Quand il retourna enfin à son travail, elle poussa un soupir de soulagement et accéléra le pas. Le chemin serpentait parmi des tombes de toute taille. Certaines étaient simples, juste une petite plaque sur le sol. D'autres étaient immenses, avec des statues d'anges et de saints. Callie lut quelques noms en passant, se demandant qui ces gens avaient été de leur vivant. Au loin, elle repéra l'endroit. Même sans savoir exactement où il se trouvait, elle l'aurait trouvé. Un amoncellement de fleurs fraîches recouvrait une petite tombe, la faisant ressortir des autres. En se rapprochant, elle remarqua qu'il y avait aussi des jouets, des ours en peluche, une poupée, même une minuscule licorne en plastique. Sur la pierre tombale en marbre blanc, des lettres dorées éplaient le nom « Sloan Mercer ». Notre étoile la plus brillante. Callie sentit ses jambes trembler. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle regarda autour d'elle, voyant qu'elle était seule, s'agenouilla devant la pierre tombale. « Salut » murmura-t-elle, se sentant ridicule de parler à une pierre. « Je m'appelle Callie. » Le cimetière était presque complètement silencieux, à l'exception de quelques oiseaux chantant dans les arbres et du son lointain du vent dans les feuilles. La fillette traça de son doigt les lettres dorées, suivant le contour du nom. « Pourquoi me ressembles-tu » demanda-t-elle doucement. « Pourquoi ai-je l'impression de te connaître ?» Une feuille sèche, portée par le vent, vint se poser sur la tombe. Callie la ramassa, la tournant entre ses doigts tandis qu'elle essayait de comprendre la tempête de sentiments en elle. Sans s'en rendre compte,
des larmes commencèrent à couler sur son visage sale. Elle ne comprenait pas pourquoi elle pleurait pour quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, mais la douleur était réelle, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même, comme si quelque chose d'important lui avait été arraché à son insu. « Je t'ai vu dans mes rêves », continua-t-elle doucement, les larmes coulant maintenant librement. « Je croyais t'avoir inventé, mais tu es réel. Tu étais réel. » Les larmes coulaient sans retenue sur le visage de Callie. Elle sanglotait, ses petites épaules secouées par l'effort. Ses mains touchèrent la terre fraîche de la tombe, ses doigts s'y enfonçant. « Non » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Tu n'es pas là. » Quelque chose grandissait en elle, un sentiment si intense que son petit corps pouvait à peine le contenir. C'était comme si quelqu'un hurlait dans sa tête, essayant de se faire entendre. Callie attrapa une poignée de terre, la sentant glisser entre ses doigts. Ses larmes tombèrent sur ses mains, transformant la terre en boue. « Elle est toujours en vie », dit-elle doucement, sa voix tremblant à cause des pleurs. Puis, dans un élan soudain, elle leva le visage vers le ciel et cria « Elle est toujours en vie ». Son cri résonna à travers le cimetière, faisant s'envoler quelques oiseaux des arbres voisins. Callie s'agenouilla de nouveau, posant son front contre la pierre tombale froide. « Elle est toujours en vie », répéta-t-elle, sa voix maintenant un murmure rauque. « Je peux le sentir. » C'est à ce moment-là qu'elle réalisa qu'elle n'était plus seule. Elle leva les yeux et vit un homme grand, debout à quelques mètres de là, figé à la vue d'une petite fille agenouillée sur la tombe de sa fille, le visage mouillé de larmes. Evan Mercer laissa tomber le bouquet de fleurs blanches qu'il portait, les yeux écarquillés par le choc. Le léger bruissement des fleurs heurtant l'herbe fit se retourner complètement Callie. Ils se fixèrent en silence. Evan voyait le fantôme de sa fille dans une autre enfant. Callie voyait l'homme de la télévision, le père de la fille qui lui ressemblait tant. Pendant de longues secondes, aucun d'eux ne respira. « Qui es-tu » demanda finalement Evan, sa voix si rauque qu'elle faillit ne pas sortir. Callie recula d'un pas, effrayée. L'instinct de survie qu'elle avait appris dans la rue lui disait de fuir, mais quelque chose de plus fort la retenait. « Je suis désolé, monsieur, je juste… » « Ton visage » murmura Evan, s'approchant lentement, comme s'il avait peur d'effrayer un animal sauvage. « Comment est-ce possible » La fillette songea à fuir, c'était ce qu'elle faisait toujours quand les adultes semblaient méfiants. Mais quelque chose la retenait sur place, comme si ses pieds étaient enracinés au sol. « Pourquoi as-tu dit qu'elle est en vie » demanda Evan, s'agenouillant pour être à sa hauteur, laissant encore quelques pas entre eux. Callie se mordit la lèvre, indécise. La vie dans la rue lui avait appris à ne pas faire confiance aux étrangers. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme, un chagrin si profond qu'il semblait infini, et une petite lueur d'espoir qu'elle venait de réveiller. « Je ne peux pas expliquer » dit-elle finalement. « Mais je le sens, ici. » Elle tapota sa propre poitrine, juste au-dessus de son cœur. « Depuis que je l'ai vue à la télé, je n'arrête pas de penser à elle. C'est comme si elle m'appelait. » Evan ferma les yeux un instant, ses mains visiblement tremblantes. Quand il les rouvrit, ils étaient pleins de larmes. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. « Callie. »« Callie Bennett ? Où sont tes parents ?» Callie, la fillette fixa le sol, donnant un coup de pied à un petit caillou avec le bout de sa chaussure. « Ma maman est morte. Je n'ai pas de papa. »« Je suis tellement désolé, » dit Evan, et il semblait sincère. « Qui s'occupe de toi ?» Callie haussa les épaules. « Personne. Je m'occupe de moi-même. » Evan essayait de comprendre ce qui se passait. La ressemblance était impossible à ignorer. Cette fille pourrait être la sœur jumelle de Sloan. Et maintenant, elle apparaissait, seule, disant des choses qui n'avaient aucun sens mais qui lui donnaient la chair de poule, qui allumait une étincelle d'espoir qu'il avait enterrée avec un minuscule cercueil. « Attends ici » dit-il finalement en se relevant. « Je vais passer un coup de fil. » Evan s'éloigna de quelques pas, mais garda les yeux sur la fillette, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse s'il clignait des yeux. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Callie s'assit sur l'herbe près de la pierre tombale, serrant ses genoux. Son estomac gargouillait de faim. Elle n'avait pas mangé depuis la veille, quand un boulanger bienveillant lui avait donné du pain rassis à la fermeture. Mais elle avait l'habitude d'ignorer cela. « Dan, c'est Evan » l'entendit-elle dire au téléphone. « J'ai besoin que tu viennes au cimetière, maintenant. C'est à propos de Sloan. Ou plutôt, c'est compliqué. Viens, s'il te plaît. » Pendant qu'ils attendaient, Evan retourna vers Callie, hésitant. Il sortit un paquet de biscuits de la poche de son manteau. « Tu en veux un » proposa-t-il en tendant le paquet.
Cali hésita, mais la faim l'emporta. Elle hocha la tête et prit un biscuit, mangeant lentement pour le faire durer. « Tu viens souvent ici ?» demanda Evan, essayant de briser le silence gênant. Cali secoua la tête. « C'est ma première fois. J'ai vu les nouvelles hier et il fallait que je vienne. »« Comment es-tu arrivé ici ?»« En marchant. J'ai aussi pris un bus un petit moment. » Evan regarda les baskets usées de la fillette, imaginant la distance qu'elle avait dû parcourir. Des taches sombres de saleté maculaient ses petites mains qui tenaient si soigneusement le biscuit. « Tu vis dans la rue ?» Cali haussa les épaules. « Pour l'instant. Depuis que ma maman est morte. »« Tu n'as pas d'autres parents ? Personne d'autre qui puisse s'occuper de toi ? » ?»« Non. C'était juste moi et ma maman. » Evan semblait vouloir poser d'autres questions, mais il fut interrompu par l'arrivée d'une voiture. Elle s'arrêta bruyamment à l'entrée du cimetière et une femme aux cheveux noirs attachés en queue de cheval en sortit précipitamment. Dana Whittaker portait un jean, des bottes et une veste en cuir. Elle ne ressemblait pas au genre de policière que Cali avait imaginé. Dana marcha rapidement parmi les tombes, repérant facilement Evan. Il était la seule personne visible dans cette partie du cimetière. Mais quand elle se rapprocha et vit la fillette, elle s'arrêta net. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, regardant de Cali à Evan, puis de nouveau à Cali. « Voici Cali Bennett », présenta Evan en se levant. « Je l'ai trouvée en train de pleurer sur la tombe de Sloan, criant qu'elle est toujours en vie. » Dana s'approcha lentement, comme si elle voyait un fantôme. Et d'une certaine manière, c'en était un. La ressemblance était terrifiante. « Salut Cali, je suis Dana Whittaker. »« Vous êtes flic ?» demanda Cali avec lassitude, remarquant comment Dana l'étudiait. « Je suis détective privé maintenant. J'étais dans la police avant, » expliqua Dana en s'agenouillant dans l'herbe pour être à la hauteur de la fillette. « Je peux te poser quelques questions ?» Cali haussa les épaules, finissant la dernière bouchée de son biscuit. « Bien sûr. »« Quel âge as-tu, Cali ?» commença Dana. « 5 ans. » Dana jeta un coup d'œil à Evan, qui hocha silencieusement la tête. « Le même âge que Sloan. »« Et pourquoi penses-tu que Sloan est en vie ?» demanda Dana directement. Cali ferma les yeux un instant, comme si elle essayait d'écouter quelque chose de très faible. Quand elle les rouvrit, une certitude y brillait, qui semblait étrange chez une si petite enfant. « Je rêve d'elle depuis des semaines. Je pensais que tout était dans ma tête, mais maintenant je sais qu'elle existe. »« Qu'est-ce que tu vois dans ces rêves ?» demanda Evan, se penchant en avant, la voix nouée par l'émotion. « Une fille qui me ressemble trait pour trait, » répondit simplement Cali. « Parfois, nous sommes ensemble, comme si nous nous connaissions depuis toujours. » Dana sortit un bloc-notes de son sac et commença à écrire. Une rafale de vent plus forte souffla, agitant les fleurs sur la tombe. « Et quand ces rêves ont-ils commencé ?» continua Dana. « Je ne sais pas exactement, » dit Cali en réfléchissant un peu et en fronçant les sourcils. « Peut-être il y a un mois. C'était avant que ma maman ne meure. » Evan haussa les sourcils. « Il y a un mois, c'est quand Sloan a disparu. » Dana nota quelque chose rapidement, soulignant les mots. « Cali, » dit Dana lentement, « tu as dit que tu sens que Sloan est en vie. Qu'est-ce que tu ressens exactement ?» La fillette posa sa main sur son cœur, comme si elle essayait de retenir quelque chose de précieux à l'intérieur. « C'est comme une traction, ici. Comme si quelqu'un m'appelait sans utiliser de mots. » Elle regarda Evan droit dans les yeux. « Je sais que ça a l'air fou. J'ai rencontré des gens vraiment fous dans la rue. Je ne suis pas folle. Je sais juste qu'elle n'est pas là-dessous, dans ce trou. » Dana et Evan échangèrent un regard entendu. Dana se leva et attira Evan à l'écart, à quelques pas de Cali. « C'est impossible, » murmura Dana. « La ressemblance est... » « Je sais, » répondit Evan. « Qu'en penses-tu » Dana se mordit la lèvre, songeuse. « Je ne peux pas l'expliquer, mais peut-être devrions-nous exhumer le corps, acheva Evan la pensée. Dana hocha lentement la tête. « Je sais que ça paraît insensé, mais s'il y avait eu une erreur ? Le corps était en mauvais état de décomposition quand il a été trouvé. L'identification a été faite principalement par les vêtements et l'endroit, tu te souviens ?» Evan regarda la tombe couverte de fleurs, puis Cali, qui attendait sur l'herbe, observant un oiseau qui s'était posé sur une pierre tombale voisine. « Qu'est-ce qu'on dit au juge ?» demanda Evan. « Qu'une petite sans-abri est apparue en disant qu'elle rêvait de ma fille. »« Non, » répondit fermement Dana. « Nous dirons que nous avons trouvé des preuves qui remettent en question l'identification du corps. C'est vague, mais ça pourrait marcher. Je vais appeler le juge Thompson. »
il nous doit une faveur. Peut-être que je peux obtenir l'autorisation pour demain matin. Et pour elle, demanda Evan en désignant Callie d'un signe de tête. Je vais appeler les services sociaux, dit Dana. Mais étant donné les circonstances, peut-être qu'ils lui permettront de rester sous ta garde temporaire. Evan hésita. Laura est chez sa sœur depuis les funérailles. Elle n'a pas pu rester à la maison. Tant mieux. Ce serait trop dur pour elle en ce moment. Surtout si... Il laissa la phrase en suspens. Pendant que les adultes parlaient, Callie continuait d'être assise près de la pierre tombale. Le soleil de midi brillait maintenant intensément, réchauffant son visage. Elle ferma les yeux, un instant, crut entendre une voix très faible appeler son nom. Ce n'était pas un son réel, c'était comme si cela venait de l'intérieur d'elle. « Je sais que tu es en vie », murmura-t-elle au vent. « Je te trouverai. » Dana revint vers elle, rangeant son téléphone dans sa poche. « Callie, tu as un endroit où dormir ce soir ?» La fillette haussa les épaules. « Je trouve toujours quelque part. »« Tu resteras chez moi », interrompit Evan, sa voix ferme mais gentille. « Au moins pour ce soir. » Callie lui lança un regard las. « Pourquoi ?»« Parce que tu es apparu pour une raison, » répondit Evan, sa voix légèrement tremblante. « Et j'ai besoin de découvrir laquelle. » Dana hocha la tête. « J'ai déjà passé quelques appels. Demain, nous allons vérifier certaines choses. » Le corps, demanda Callie sans détour. Les adultes parurent surpris par sa perspicacité. Oui, confirma Dana. Nous allons vérifier si c'est vraiment Sloan. Ce n'est pas elle, affirma Callie fermement. Vous verrez. Assis à côté de la tombe de sa fille, alors que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres parmi les pierres tombales, Evan observait le visage de Callie. Des yeux, un nez, des lèvres identiques. Une petite fille apparut de nulle part, comme un signe criant ce que son cœur de père avait voulu croire. « Pourquoi es-tu apparu maintenant » demanda-t-il à voix basse. Callie le regarda avec des yeux qui semblaient bien plus vieux que ses 5 ans. « Parce qu'elle a besoin d'être trouvée. » Un lourd silence s'abattit sur les trois alors que le soleil commençait sa descente. Les ombres des pierres tombales s'étiraient sur l'herbe verte comme des doigts essayant d'atteindre quelque chose. Le cimetière était presque vide maintenant, seul le gardien travaillant au loin, jetant occasionnellement des regards curieux au groupe étrange rassemblé autour de la plus récente tombe, parmi les fleurs fanant sous la chaleur et les promesses murmurées au vent. Une vérité attendait d'être découverte. Demain, la terre serait enlevée, le cercueil ouvert, et le premier pas pour retrouver Sloan serait fait. Callie jeta un dernier regard à la pierre tombale avant de suivre Evan et Dana vers la voiture. Les lettres dorées brillaient sous le soleil de fin d'après-midi, mais elle savait que le nom inscrit là appartenait à quelqu'un qui respirait encore, quelque part. « Je te trouverai bientôt », promit-elle doucement. Le matin arriva avec un ciel gris et une légère bruine tombant sur le cimetière mémorial d'Oakville. Malgré le temps, l'endroit était loin de son silence habituel. Un petit groupe s'était rassemblé autour de la tombe de Sloan Mercer, des officiers de police, des employés du cimetière, un médecin légiste, se tenant à l'écart, Evan Mercer, Dana Whittaker et Callie. Evan se tenait immobile, son visage pâle contrastant avec son pardessus sombre. Ses yeux ne quittaient pas la tombe tandis que les ouvriers enlevaient les couronnes de fleurs et préparaient le matériel pour l'exhumation. Dana se tenait à côté de lui murmurant occasionnellement des mots d'encouragement qu'il semblait à peine enregistrer. Callie se cramponnait fermement à la main d'Evan. Elle avait passé la nuit chez lui, dormant dans une chambre d'amis après un dîner silencieux. Ni l'un ni l'autre n'avait bien dormi, Evan anxieux de ce qui allait arriver, et Callie peu habituée à dormir dans un vrai lit pour la première fois depuis des mois. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» demanda le détective Miller en s'approchant d'Evan. C'était un homme d'âge mûr avec des cernes profonds sous les yeux et une expression fatiguée. « Nous pouvons procéder sans que vous soyez là. »« J'ai besoin d'être là, » répondit Evan, sa voix plus assurée que quiconque ne s'y attendrait. « S'il y a la moindre chance, je dois savoir. » Miller hocha la tête, jetant un regard curieux à Callie. Dana avait expliqué la situation du mieux qu'elle pouvait, nouvelle preuve, possible erreur d'identification. Aucune mention de rêve ou de sensation inexplicable. Néanmoins, la situation était suffisamment inhabituelle pour soulever des sourcils. « Très bien, nous sommes prêts, monsieur », annonça l'un des ouvriers. « Callie, tu n'es pas obligé de voir ça, » dit Dana gentiment. « On peut attendre dans la voiture. » Mais la fillette secoua la tête. « Je veux rester. » La machine démarra, enlevant soigneusement la terre.
Cally regardait avec une intensité étrange pour une enfant de 5 ans. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement une certitude silencieuse. Il fallut près d'une heure pour exposer complètement le cercueil. Petit, blanc, orné de détails dorés. Un cercueil fait pour un ange, comme l'avait appelé le personnel des pompes funèbres. Evan déglutit difficilement tandis que les ouvriers se préparaient à enlever le couvercle. « Monsieur Mercé, dernier avertissement, » dit le médecin légiste. « Le corps se décompose depuis près d'une semaine. Ce ne sera pas une vue agréable. »« Je comprends, » répondit Evan, gardant son sang-froid. Le médecin légiste fit signe aux assistants, qui défirent soigneusement les scellés du cercueil. Un silence absolu tomba sur toutes les personnes présentes lorsque le couvercle fut soulevé. L'odeur vint en premier, l'odeur esséurante, nauséabonde de la mort. Plusieurs des personnes présentes se couvrirent le nez avec des mouchoirs ou leurs manches. Puis tout le monde put voir à l'intérieur du cercueil. Vêtu d'une petite robe blanche, gisait le corps d'une petite fille. Des cheveux sombres encadraient un visage qui commençait tout juste à se déformer sous l'effet de la décomposition naturelle. Malgré cela, il était évident qu'il s'agissait d'une enfant d'environ 5 ans. Evan fit un pas en avant, les yeux fixés sur le corps. Le médecin légiste et ses assistants travaillèrent rapidement, photographiant, mesurant, prélevant des échantillons. « Docteur », dit l'un des assistants en désignant quelque chose sur le cou du corps. Le médecin légiste s'approcha, examinant de près. « Intéressant. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Dana en se rapprochant. « Une tache de naissance », expliqua le médecin légiste. « Une petite marque sur le côté droit du cou. » Evan eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. « Sloan n'a pas de tache de naissance sur le cou » dit-il d'une voix à peine audible. « Vous êtes sûr » demanda le détective Miller. « Absolument » répondit Evan, plus fermement maintenant. « Je connais chaque centimètre carré de ma fille. Elle a une petite tache de naissance, mais c'est derrière son oreille gauche, pas sur son cou. » Le médecin légiste fit signe à un assistant, qui lui tendit un dossier. Il l'ouvrit, vérifiant quelques documents. Aucune mention d'une quelconque tache de naissance au cou dans le rapport d'autopsie préliminaire, dit-il. Mais étant donné l'état du corps quand il a été trouvé, il laissa sa phrase en suspens. Combien de temps pour confirmer par ADN ? Demanda Dana. En priorité absolue, 2 ou 3 jours, répondit le médecin légiste. Nous n'avons pas besoin d'attendre aussi longtemps, dit Evan. Il se rapprocha du cercueil, regardant fixement les petites mains de l'enfant. Sloan s'est cassé le poignet droit il y a environ 1 an. Elle est tombée de son vélo. L'os devrait montrer des signes d'une fracture guérie. Le médecin légiste fronça les sourcils, pensif. Il fit signe à l'un de ses assistants, qui apporta un petit appareil à rayon X portable. Nous pouvons vérifier tout de suite, dit-il tandis qu'il préparait l'équipement. Cally restait silencieuse, observant tout de ses grands yeux verts. Elle ne semblait ni effrayée ni perturbée par la vue du corps, juste confirmée dans sa certitude. Le médecin légiste positionna l'appareil et prit le cliché, étudiant l'image numérique sur sa tablette. Après plusieurs minutes d'analyse minutieuse, il leva les yeux. Aucun signe de fracture antérieure à l'un ou l'autre poignet, annonça-t-il. Pas même une micro-fissure guérie. Un lourd silence tomba sur le groupe. Cally fut celle qui le brisa. « Je vous l'avais dit » dit-elle d'une voix claire qui porta dans l'air humide du matin. « Ce n'est pas elle. » Le détective Miller regarda la fillette, puis Evan. « Monsieur Mercé, cela signifie... » « Cela signifie que nous devons retrouver ma fille, » acheva Evan, sa voix tremblant d'un mélange de peur et d'espoir naissant. Elle pourrait encore être en vie. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. L'affaire Sloan Mercé fut officiellement rouverte et la police lança une nouvelle série d'enquêtes. Le corps retrouvé dans les bois appartenait à une fillette non identifiée, peut-être une autre enfant disparue qui n'avait jamais été signalée. Evan dormait à peine, partageant son temps entre les réunions avec les enquêteurs et les soins à Cally. Les services sociaux avaient accepté de lui accorder la garde temporaire, compte tenu des circonstances extraordinaires et de l'absence de parents connus pour la fillette. La maison d'Evan, autrefois un monument au deuil, s'était transformée en centre de commandement. La chambre d'amis appartenait désormais à Cally, qui s'adaptait encore à l'idée d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Un soir de pluie, une semaine après l'exhumation, Evan trouva Cally assise sur le sol du salon, feuilletant un album photo. Il était rempli de photos de Sloan, son premier anniversaire, des journées au parc, déguisée pour Halloween. Elle a l'air heureuse.
commenta Callie, remarquant Evan dans l'embrasure de la porte. Elle l'est, répondit Evan en s'asseyant à côté de la fillette. Elle l'est. L'utilisation du présent n'échappa pas à Callie, qui esquissa un petit sourire. Tu veux me parler de toi? Demanda Evan doucement. De ta maman. Callie resta silencieuse un moment, tournant une autre page de l'album. Elle s'appelait Rose, dit-elle finalement. Elle était belle. Elle me chantait des chansons avant de dormir. Avez-vous toujours vécu dans la rue? La fillette secoua la tête. Non. Nous avions un tout petit appartement. Mais quand elle est tombée malade, elle a perdu son travail. Puis elle n'a plus pu payer le loyer. Callie serra ses genoux. Elle a vraiment essayé de guérir, mais elle devenait de plus en plus faible. Evan sentit une boule dans sa gorge. Quelle maladie avait-elle? Dans les poumons. Elle toussait beaucoup. Callie regarda ses mains. Vers la fin, elle ne pouvait même plus sortir du lit que nous avions au refuge. Je suis tellement désolée, Callie. Elle m'a dit d'être forte, continua la fillette. Elle a dit que je devais continuer, même sans elle. Callie leva les yeux. Mais c'est dur d'être forte quand on a peur tout le temps. Peur de quoi? Demanda Evan doucement. De tout, haussa Callie les épaules. De ne pas avoir à manger, que quelqu'un vole le peu que j'ai, des mauvais adultes. De m'endormir et de ne jamais me réveiller, comme ma maman. Elle marqua une pause. Mais le pire, c'est la peur d'être oubliée. Comme si je n'avais jamais existé. Les larmes emplirent les yeux d'Evan. Il tendit la main avec hésitation. Quand Callie ne se recula pas, il posa une main sur son épaule. Tu es très courageuse, dit-il. Plus courageuse que beaucoup d'adultes que je connais. Callie esquissa un sourire timide. Ma maman disait ça aussi. Elle avait raison, confirma Evan. Puis, après un moment d'hésitation, Callie, je voulais te demander quelque chose à propos de Sloan. La fillette hocha la tête, fermant l'album photo. Tu as dit que tu rêves d'elle, que tu sens qu'elle t'appelle. Evan choisit ses mots avec soin. Est-ce que tu ressens toujours ça? Oui, répondit Callie sans hésitation. Chaque nuit, quand je ferme les yeux. C'est comme si elle essayait de me montrer quelque chose, mais je ne vois pas très bien. Qu'est-ce que tu penses que ça signifie? Pourquoi toi et elle? Pourquoi vous ressemblez-vous autant? Callie réfléchit un instant. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Mais je pense qu'il y a une raison à tout ça. Ma maman disait toujours que les choses arrivent pour une raison. Ils restèrent assis en silence, le bruit de la pluie contre les fenêtres emplissant la pièce. Finalement, Evan se leva. Faisons du chocolat chaud, suggéra-t-il. C'est la nuit parfaite pour ça. Dans la cuisine, pendant qu'Evan préparait les boissons, Callie l'observait avec curiosité. Il ne ressemblait pas aux autres adultes qu'elle avait rencontrés dans la rue. Il ne la regardait pas avec pitié ou suspicion. Il la traitait comme une vraie personne, pas comme un problème à résoudre. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» demanda-t-elle soudain. « Me laisser rester ici et tout ça ?» Evan marqua une pause, considérant sa réponse. « Parce que tu es apparu pour une raison, dit-il finalement, reprenant les mots qu'il avait prononcés au cimetière. Et je veux découvrir laquelle. » Callie accepta cela d'un signe de tête. Quand le chocolat chaud fut prêt, ils retournèrent au salon, s'asseyant sur le canapé pour regarder un dessin animé qu'Evan avait trouvé à la télévision. C'était une scène simple, presque banale, un homme et une enfant buvant du chocolat chaud un soir de pluie. Mais pour Callie, cela signifiait quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis des mois, la sécurité. Et pour Evan, c'était un rappel que la vie continuait, même au milieu du désespoir causé par la disparition de sa fille. Les jours s'écoulèrent en une routine. Le matin, Evan travaillait dans son bureau à domicile, passant des appels, examinant des pistes, tandis que Callie déambulait dans la maison ou dessinait. L'après-midi, il se rendait souvent au centre de commandement de la police, où Evan rencontrait les enquêteurs et Callie attendait patiemment. Dana était devenue une présence régulière, visitant presque quotidiennement. Elle traitait Callie avec gentillesse, tout en maintenant sa curiosité professionnelle, désireuse de comprendre le mystère de la ressemblance de la fillette et le lien inexplicable que Callie semblait partager avec Sloan. Un après-midi particulièrement chaud, en rentrant du poste de police, Evan fit un détour. Il se gara devant un glacier aux couleurs vives. « Que dirais-tu d'une glace ?» suggéra-t-il. « C'est la journée parfaite pour ça. » Les yeux de Callie s'illuminèrent. La glace était un luxe qu'elle avait rarement connu en vivant dans la rue, sauf lorsqu'un inconnu bienveillant lui en offrait occasionnellement. Assis à une table extérieure,
Callie savourant son cornet à la fraise, Evan le sien au chocolat, ils bavardèrent facilement. « Quelle est ta couleur préférée » demanda Evan. « Bleu » répondit Callie promptement. « Comme le ciel par une belle journée. » Evan sourit. « Tu sais, Sloan adore le bleu aussi. » Callie ne parut pas surprise. « Logique, dit-elle simplement en léchant sa glace. « Qu'est-ce que tu aimes faire d'autre ? Je veux dire, si tu peux choisir. » La fillette réfléchit un instant. « J'aime dessiner et regarder les étoiles. Ma maman m'a appris quelques constellations. » Evan hocha la tête, absorbant chaque nouvelle information sur Callie comme des pièces d'un puzzle qu'il ne parvenait pas encore à assembler. « Elle doit te manquer, dit-il doucement. » Callie hocha la tête. « Tous les jours. » Mais elle hésita, choisissant ses mots. « Ça ne fait plus aussi mal maintenant. Je suppose que c'est parce que je ne suis plus seul. » Une douce chaleur envahit la poitrine d'Evan. La prise de conscience qu'il faisait une différence, aussi petite soit-elle, dans la vie de cet enfant extraordinaire qui était apparu comme par magie. « Tu ne le es pas, confirma-t-il. Et tu ne le seras plus. » Ce soir-là, quand Evan alla dire bonne nuit à Callie, il la trouva déjà endormie, serrant un vieil ours en peluche qu'il avait sorti d'une boîte au grenier. Elle semblait si petite et fragile dans le grand lit, son visage paisible malgré les circonstances extraordinaires qui l'avaient amenée là. Evan ajusta la couverture sur elle, sans réfléchir, déposa un léger baiser sur son front. « Merci de nous avoir donné de l'espoir, murmura-t-il. Dans le couloir, il s'arrêta devant la porte fermée de la chambre de Sloan. Il y a une semaine, il ne pouvait même pas regarder cette porte sans sentir son cœur se déchirer. Maintenant, il y avait une étincelle d'espoir. « On te trouvera, promit-il doucement. Où que tu sois. » Dans la chambre d'amis, Callie s'agita dans son sommeil, un léger sourire se formant sur ses lèvres alors qu'elle rêvait d'une fille identique à elle, souriant et saluant de loin, attendant d'être trouvée. La nuit tomba doucement sur la maison des Mercé. Dehors, les grillons entamèrent leur symphonie nocturne et les premières étoiles apparurent dans le ciel qui s'assombrissait. À l'intérieur, le silence n'était rompu que par le tic-tac de l'horloge sur le mur du salon. Evan finit de ranger la vaisselle du dîner et entra dans le salon où Callie s'était endormie sur le canapé. Le livre d'histoire qu'ils lisaient ensemble était encore ouvert sur sa poitrine, se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration calme. La journée avait été longue, une autre réunion avec les détectives, d'autres fausses pistes, d'autres déceptions dans la recherche de Sloan. Mais maintenant, en regardant Callie dormir, Evan ressentait une étrange paix. Au cours des dernières semaines, sa présence avait ramené quelque chose dans la maison qu'il ne pouvait définir. Pas le bonheur, exactement comment le pourrait-il, Sloan étant toujours porté disparu? C'était quelque chose de plus subtil, de plus profond, comme si l'univers lui rappelait que la vie continue, que l'amour est toujours possible, même au milieu de la douleur. Il s'installa silencieusement dans le fauteuil en face du canapé, observant simplement la fillette. Ses cheveux sombres s'étalaient sur le coussin, la cicatrice presque invisible au-dessus de son sourcil droit, la façon dont ses doigts se recroquevillaient légèrement même dans son sommeil. C'était si familier, si semblable à Sloan que cela faisait parfois mal de regarder. Mais ce n'était pas seulement ça. Il y avait quelque chose en Callie qui lui était propre, une force tranquille, une sagesse plus mûre que son âge, née de ses expériences dans la rue, quelque chose que Sloan, élevé dans le confort et la sécurité, n'avait jamais eu besoin de développer. « Tu combles un vide dont je ne savais même pas nommer l'existence », murmura Evan à l'enfant endormi. Et c'était vrai. Depuis 5 ans qu'il avait adopté Sloan avec Laura, Evan avait cru que sa famille était complète, que rien ne manquait, que l'espace de son cœur était entièrement occupé. Comment aurait-il pu savoir qu'il y avait un autre espace, attendant tranquillement Callie? Il se leva avec précaution, retirant doucement le livre des mains de la fillette. Il songea à la porter au lit, mais décida de ne pas risquer de la réveiller. À la place, il la couvrit d'une couverture légère. Dans la pénombre du salon, Evan remarqua de nouveau cette troublante ressemblance. Ce n'était pas seulement leur trait physique, c'était la façon dont Callie fronçait les sourcils dans son sommeil, exactement comme Sloan, le léger mouvement de ses lèvres, comme si elle parlait à quelqu'un dans ses rêves. La question qu'il évitait depuis des semaines revint avec force. Comment est-ce possible? 2 filles du même âge, identiques, qui ne s'étaient jamais rencontrées jusqu'à ce que Callie commence à rêver de Sloan au moment exact où celle-ci avait disparu. Evan savait qu'il devait affronter la vérité. La vérité qui était là depuis le début, qu'il soupçonnait depuis le moment où il avait vu Callie au cimetière. Une vérité qui changerait tout. Il retourna à la cuisine et ouvrit un tiroir qu'il gardait fermé à clé.
Il en sortit un dossier contenant les papiers d'adoption de Sloan. Il s'assit à la table, où pour la 100e fois depuis la réouverture de l'affaire, examina chaque page. Enfant de sexe féminin, né le 15 mars, abandonné pour adoption par la mère biologique qui avait choisi de rester anonyme. Aucune information sur le père biologique. Rien sur une sœur. Rien sur des jumelles. Rien au-delà de ces quelques lignes froides et bureaucratiques. Evan pensa à l'assistante sociale qui s'était occupée de l'adoption, Madame Harmon. Elle avait pris sa retraite il y a 2 ans, mais il avait toujours ses coordonnées. Peut-être était-il temps de passer un appel. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était presque 23 heures. Trop tard pour appeler. Demain, décida-t-il. Demain, il commencerait à déterrer cette vérité que personne ne lui avait dite. Il retourna au salon et regarda une fois de plus Callie. Qui aurait deviné qu'au milieu d'une telle souffrance, il trouverait cet enfant extraordinaire. Une fille qui était, d'une manière ou d'une autre, inexplicablement liée à sa fille disparue. Une fille qui apportait un sens renouvelé à sa vie au moment où il en avait le plus besoin. « Bonne nuit, petite », murmura-t-il, ajustant une dernière fois la couverture avant de monter dans sa propre chambre. Le matin arriva, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux du salon. Callie se réveilla lentement, se frottant les yeux et essayant de se souvenir pourquoi elle était sur le canapé. Elle se leva avec précaution, pliant la couverture, une habitude apprise dans la rue où chaque possession devait être traitée avec soin. « Bonjour. » La voix d'Evan venait de la cuisine. « Bien dormi ?» Callie hocha la tête, se dirigeant vers la cuisine où l'odeur des pancakes emplissait l'air. Ces derniers jours, elle avait commencé à s'habituer à cette nouvelle routine, des repas réguliers, un adulte lui demandant comment elle avait dormi, un endroit qu'elle pouvait appeler chez elle, au moins temporairement. « J'ai fait des pancakes aux myrtilles, » dit Evan en posant une assiette devant elle. « Ce sont tes fruits préférés, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Callie avec un petit sourire. Une autre chose à laquelle elle s'habituait, être connue, qu'on se souvienne d'elle. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, Evan clairement perdu dans ses pensées. Callie l'observait par-dessus son verre de jus, curieuse de ce qui l'occupait. Elle avait appris à lire les gens dans la rue, c'était une compétence de survie. Maintenant, elle sentait qu'Evan avait quelque chose d'important à dire. « Callie, » commença-t-il enfin, posant sa fourchette. « Nous devons parler de quelque chose. » La fillette sentit un flottement nerveux dans son estomac. D'après son expérience, les conversations qui commençaient ainsi n'étaient jamais de bonnes nouvelles. « J'ai fait quelque chose de mal ? » « Non, non, » la rassura rapidement Evan. « Ce n'est pas ça. C'est juste que j'ai beaucoup réfléchi à toi et à Sloan, à pourquoi vous vous ressemblez autant. » Callie hocha lentement la tête, attendant qu'il continue. « Hier soir, pendant que tu dormais, j'ai réalisé quelque chose. Je pense que je le sais depuis le moment où je t'ai vu au cimetière. » Evan prit une profonde inspiration. « Callie, je pense que toi et Sloan êtes sœurs. Jumelles, en fait. » Le silence qui suivit parut lourd. Callie fixait Evan, ses grands yeux verts illisibles. « Comment le savez-vous » demanda-t-elle finalement d'une voix douce. « Je ne suis pas sûr, » admit Evan. « Mais est-ce que ça n'a pas de sens ? La ressemblance, les rêves, le lien que tu ressens, et vous avez exactement le même âge. » Callie baissa les yeux sur son assiette, poussant les miettes avec sa fourchette. « J'y ai pensé aussi, » avoua-t-elle. « Depuis que je l'ai vu à la télé. » Evan se pencha en avant. « Callie, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose qui pourrait t'expliquer. » Il marqua une pause, rassemblant son courage. « J'ai adopté Sloan quand elle était bébé. Personne ne m'a jamais dit qu'elle avait une sœur. » Callie leva les yeux, quelque chose s'éclairant dans son regard. Pas exactement de la surprise, mais une sorte de compréhension, comme si les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. « Ma maman n'a jamais rien dit non plus, » murmura-t-elle. Un autre silence, tous deux absorbant la signification de cette simple déclaration. « Ta maman, Rose, elle n'a jamais mentionné que tu avais une sœur, ou qu'elle avait abandonné un enfant pour adoption. » demanda Evan doucement. Callie secoua la tête. « Non. Mais elle gardait cette petite boîte avec un seul chausson de bébé. Juste un. J'ai toujours trouvé ça étrange. » Ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet d'une prise de conscience soudaine. Il était rose, exactement comme mon premier chausson de bébé qu'elle gardait aussi. Ils étaient identiques. Evan sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Où est cette boîte maintenant ? » « Je l'ai perdue quand nous avons dû quitter l'appartement, » dit Callie, la voix teintée de tristesse au souvenir. «
Je ne pouvais pas tout emporter. Evan hocha la tête avec sympathie. Callie, je pense que nous devons en savoir plus sur le passé de ta mère et sur l'adoption de Sloan. Il pourrait y avoir un lien dont personne ne nous a parlé. C'est pour ça que je rêve d'elle? Parce que nous sommes sœurs? Je ne sais pas, répondit honnêtement Evan. Mais j'ai entendu des histoires sur des jumeaux qui ressentent des choses l'un pour l'autre, même quand ils sont séparés. Surtout dans les moments de danger ou de forte émotion. Callie considéra cela, son front se plissant de concentration. C'est comme si elle m'appelait depuis qu'elle a disparu. Comme si elle savait que je pouvais aider. J'ai appelé l'assistante sociale qui s'est occupée de l'adoption de Sloan ce matin, révéla Evan. Elle est à la retraite maintenant, mais elle a accepté de me rencontrer cet après-midi. Voudrais-tu venir avec moi? Callie hocha la tête avec empressement. Oui. Je vais aussi demander un test ADN, continua Evan. Non pas que j'en doute, mais nous avons besoin d'une preuve officielle pour la paperasse. La paperasse? Demanda Callie, confuse. Evan marqua une pause, réalisant qu'il allait vite. Callie, si tu es vraiment la sœur de Sloan, eh bien, cela change beaucoup de choses. Je sais, dit la fillette, le surprenant par sa perspicacité. Ça veut dire que nous sommes une famille. Le mot flotta entre eux, lourd de sens. Famille. Quelque chose que Callie avait perdu à la mort de sa mère. Quelque chose qu'Evan craignait d'avoir perdu à la disparition de Sloan. Oui, confirma-t-il doucement. Famille. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était chargé de possibilités, de questions encore sans réponse, de vérités encore à découvrir. Nous devrions continuer à chercher Sloan, dit finalement Callie, posant son assiette vide dans l'évier. Si c'est ma sœur, j'ai besoin de la retrouver plus que jamais. Evan sentit une vague d'admiration pour cette petite enfant à la détermination si grande. Nous la trouverons, promit-il. Et quand nous le ferons, vous ne serez plus jamais séparés. Callie sourit, un petit sourire plein d'espoir. 3, corrigea-t-elle. Nous trois ne serons plus jamais séparés. À cet instant, alors que le soleil matinal illuminait la cuisine et qu'une vérité longtemps cachée refaisait surface, quelque chose changea entre eux. Ils n'étaient plus deux étrangers réunis par la recherche d'une fillette disparue. Ils étaient deux parties d'une famille brisée, commençant à retrouver le chemin de la complétude. Et quelque part, Sloan attendait pour compléter le cercle. La vie dans la maison Mercé s'installa dans son propre rythme. Une nouvelle routine émergea naturellement, comme une rivière trouvant son chemin entre les rochers. Le petit déjeuner devint un moment spécial. Evan préparait toujours quelque chose de différent, et Callie s'asseyait à la table de la cuisine, les pieds se balançant au-dessus du sol, l'observant avec curiosité. Pancake en forme d'animaux aujourd'hui, annonça Evan un matin ensoleillé, retournant adroitement la poêle. Celui-ci est un. Eh bien, c'était censé être un éléphant. Callie pencha la tête, essayant de voir la forme. On dirait plutôt un chameau, remarqua-t-elle en souriant légèrement. Alors, un chameau soit, acquiesça Evan, glissant le pancake dans son assiette. Les chameaux sont ma spécialité. Et ainsi de suite. Petite blague, sourire timide, moment fugace de légèreté qui remontait comme des bulles d'air dans un lac profond d'inquiétude. La recherche de Sloan se poursuivait sans relâche, mais dans les pauses entre les réunions de détectives et le suivi des pistes, ils apprenaient à se connaître. Chaque soir avant de se coucher, Callie dessinait. Evan lui avait acheté un grand carnet de croquis et une boîte de crayons de couleur. Des articles essentiels, avait-il déclaré quand elle avait protesté qu'ils étaient trop chers. Au début, ses dessins étaient simples, une maison, un arbre, le soleil. Mais au fil des jours, des personnages commencèrent à apparaître. « Qui est-ce » demanda Evan, désignant une silhouette en robe rouge au coin de la page. « Ma maman » répondit doucement Callie. Le rouge était sa couleur préférée. Le lendemain, Evan apporta un album photo dans le salon. « J'ai pensé que tu aimerais voir plus de photos de Sloan, dit-il en s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Ensemble, ils feuilletèrent l'album. Sloan bébé, ses premiers pas, soufflant les bougies de son 3e anniversaire. Callie passait le bout de son doigt sur chaque photo, comme si elle pouvait sentir sa sœur à travers le papier. Elle a l'air heureuse, observa-t-elle, étudiant une photo de Sloan souriant largement, le visage barbouillé de glace au chocolat. Elle l'est, répondit Evan, utilisant délibérément le présent. C'est une enfant très joyeuse. Un après-midi, alors que la pluie tambourinait aux fenêtres, Callie semblait agitée. Elle errait dans la maison, ramassant des choses et les reposant,
regardant dehors, soupirant. « Tu veux voir sa chambre » demanda finalement Evan. Les yeux de Callie s'écarquillèrent. « Je peux » ? Bien sûr, dit-il en se levant. Viens. La chambre de Sloan était au bout du couloir du 2e étage. La porte était fermée. Evan n'y était pas entré depuis sa disparition. Il hésita un instant, la main sur la poignée, avant de la pousser. La chambre était exactement comme Sloan l'avait laissée. Mur jaune pâle, un lit avec une couette à motif d'étoiles, des étagères pleines de livres et de jouets. Une maison de poupées miniatures occupait un coin, et dans un autre, un chevalet avec des dessins colorés. Callie entra lentement, comme si elle marchait sur un sol sacré. Ses yeux balayèrent chaque détail, absorbant chaque morceau de la vie de sa jumelle. « Elle aime aussi les étoiles », dit-elle en touchant la couette sur le lit. « Oui », confirma Evan. « Nous regardions les constellations dans le jardin les nuits d'été. Elle les connaît toutes. » Callie se dirigea vers la bibliothèque, passant ses doigts sur les dos colorés. Elle s'arrêta devant un grand livre avec une créature duveteuse sur la couverture. « C'est son préféré », dit-elle, non pas comme une question, mais comme une certitude. Evan parut surpris. « Comment le sais-tu » Callie haussa les épaules. « Je le sais, c'est tout. » Elle sortit le livre de l'étagère et le feuilleta. Ma maman me lisait cette histoire. Sur le monstre qui n'était pas effrayant. Il était juste seul. Ils s'assirent ensemble sur le lit de Sloan, et Evan lut le livre à haute voix, même si Callie le connaissait déjà. Quand il eut fini, elle regarda de nouveau la pièce. « C'est étrange, dit-elle doucement. J'ai l'impression d'être déjà venue ici. » « Peut-être que oui, répondit Evan. « Dans tes rêves. » Dana Whittaker était maintenant une visiteuse fréquente de la maison. Elle apportait des mises à jour sur l'enquête, mais observait aussi Callie avec un intérêt toujours croissant. En tant qu'enquêtrice, elle était entraînée à remarquer les détails, et les détails concernant Callie étaient fascinants. Un après-midi ensoleillé, alors que Callie jouait dans le jardin, Dana et Evan discutaient sur le porche. « Regarde sa façon de marcher », remarqua Dana, désignant Callie qui poursuivait un papillon. Cette inclinaison de la tête vers la droite, la façon dont ses mains bougent quand elle est excitée. Evan hocha la tête. « J'ai remarqué. » Et elle fronce les sourcils en se concentrant, exactement comme Sloan. « Ce ne sont pas seulement des traits physiques, » poursuivit Dana. « Ce sont des manières, des habitudes. Des choses habituellement apprises, pas héritées. » Ils regardèrent Callie s'accroupir pour examiner une fleur, la touchant doucement comme si elle avait peur de lui faire du mal. « Le test ADN l'a confirmé, bien sûr, » dit Dana. « Ce sont des jumelles identiques. » « Mais même ainsi ?»« Même ainsi, quoi ?» demanda Evan. Dana secoua la tête, comme si elle essayait d'articuler une pensée difficile. « Elle me rappelle tellement Sloan. Comme si elles partageaient les mêmes moments. Comme si, même séparées, elles avaient vécu des vies parallèles. » Callie découvrit une coccinelle et se dirigeait maintenant prudemment vers le porche pour la montrer. Son visage s'illumina d'un sourire qu'Evan connaissait si bien chez son autre fille. « Des points communs » continua Dana. « Pas seulement dans les manières, mais dans leurs préférences. Tu m'as dit qu'elle aime les mêmes aliments, les mêmes livres, les mêmes couleurs. C'est comme si elle partageait un lien au-delà de la génétique. »« Les rêves » murmura Evan. « Est-ce qu'elle rêve toujours de Sloan ?» Dana hocha la tête. « Elle me l'a dit hier. Elle a dit que les rêves sont plus clairs maintenant. Elle peut voir des arbres, de l'eau, mais ne peut toujours pas situer où exactement. » Callie arriva sur le porche, tendant la main avec la coccinelle. « Regardez, elle a 7 points. »« Ça porte bonheur, » dit Evan en lui souriant. « Je sais, » répondit Callie, observant le petit insecte ramper sur sa paume. « Ma maman disait que les coccinelles sont des messagères de bonnes nouvelles. » Dana et Evan échangèrent des regards. Encore une coïncidence. Laura, l'épouse d'Evan, disait exactement la même chose à Sloan. Plus tard, après le départ de Dana, Evan et Callie s'assirent à la table de la cuisine pour dîner. Cela faisait partie de leur nouvelle routine. Ils cuisinaient, elle mettait la table. Ils mangeaient ensemble, parlant de leur journée, et tissant lentement une toile invisible de confiance et d'affection. « Dana pense que nous sommes proches de retrouver Sloan », remarqua Evan en versant plus de jus à Callie. La fillette hocha la tête, un air sérieux sur son visage de 5 ans. « Je sais. Je sens qu'elle attend. »« Comment te sens-tu à ce sujet ? Avoir une sœur ?» Callie réfléchit un instant, faisant tourner son verre entre ses mains. « Heureuse. Effrayée aussi. Et si elle ne m'aime pas ?
Evan sourit doucement. Elle t'aimera. Comme je t'aime déjà. Les mots étaient venus naturellement, sans préméditation. Un instant, Evan craignit d'être allé trop loin, trop vite. Mais le sourire qui illumina le visage de Callie dissipa ses doutes. Je t'aime aussi, répondit-elle simplement. Ce soir-là, pendant que Callie dormait dans la chambre d'amis et que la maison était silencieuse, Evan s'assit dans le salon, regardant les photographies étalées sur la table basse. Des photos de Sloan. Des photos de Callie qu'il avait commencé à prendre ces derniers jours. Côte à côte, elles étaient presque indiscernables. Deux petites filles qui n'auraient jamais dû être séparées. Deux moitiés d'un tout qui, d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, retrouvaient leur chemin l'une vers l'autre. On te trouvera, Sloan, murmura-t-il dans l'obscurité. Ta sœur nous montre le chemin. La nuit était calme dans la maison Mercé. La pleine lune projetait une lumière argentée à travers les rideaux de la chambre d'amis où Callie dormait profondément. En bas, Evan travaillait dans son bureau, examinant une fois de plus les dossiers de l'affaire, cherchant le moindre indice qui aurait pu être manqué. Le tic-tac de l'horloge et le bruissement des pages tournées étaient les seuls sons. C'est alors qu'un cri déchira la nuit. Un cri aigu, de terreur, qui fit lâcher son stylo à Evan et le fit se précipiter à l'étage, montant les marches deux par deux. Son cœur battait la chamade lorsqu'il atteignit la porte de Callie. « Callie » appela-t-il en poussant la porte avec force. La fillette était assise dans son lit, les yeux écarquillés dans le noir, les mains agrippant les draps si fort que ses jointures étaient blanches. Sa respiration était courte, désespérée. Des larmes coulaient sur son visage pâle. Evan se précipita à ses côtés, s'asseyant sur le bord du lit. « Callie, c'est moi. Tout va bien. Ce n'était qu'un cauchemar. » Mais elle secoua violemment la tête. « Non, réussit-elle à dire entre deux sanglots. Ce n'est pas juste un cauchemar. C'est réel. C'est réel. » Evan alluma la lampe de chevet, emplissant la pièce d'une douce lueur. Callie tremblait, son petit corps secoué par la peur. Il la serra dans une étreinte protectrice, sentant son corps tendu dans ses bras. « Respire, dit-il doucement. Je suis là. Tu es en sécurité. » Progressivement, sa respiration ralentit, les tremblements s'apaisèrent, mais elle se cramponna à Evan comme s'il était sa seule ancre. « Tu veux me raconter ce que tu as rêvé ?» demanda-t-il une fois qu'elle se fut un peu calmée. Callie hocha la tête, se reculant légèrement pour le regarder dans les yeux. Son visage était encore marqué par la terreur du cauchemar, mais quelque chose de plus fort y brillait, une résolution presque adulte qu'elle affichait parfois. « Je l'ai vu » commença-t-elle, la voix encore tremblante. « Sloan. » Plus clairement que jamais. Evan sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'as-tu vu » Callie ferma les yeux un instant, comme pour convoquer les images. Une forêt. Des arbres très hauts, sombres. Il faisait froid. Elle rouvrit les yeux. Il y avait un chemin de terre. Nous l'avons suivi. Nous. Evan remarqua le pluriel. Moi et elle. Dans le rêve, je pouvais marcher à côté d'elle, mais elle ne pouvait pas me voir. Elle me montrait le chemin. Callie déglutit. Nous sommes arrivés à une clairière. Il y avait une vieille grange, peinte en rouge, mais la peinture s'écaillait. Les fenêtres étaient cassées. Evan écoutait attentivement, résistant à l'envie d'interrompre. Chaque détail pouvait avoir son importance. Nous sommes entrés, continua Callie, la voix plus assurée maintenant qu'elle racontait. Il faisait sombre. Ça sentait le moisi et les animaux. Il y avait du foin par terre et des outils accrochés au mur. Nous sommes allés au fond de la grange. Elle marqua une pause, tremblant de nouveau. Il y avait une trappe dans le sol. Sloan l'a montré du doigt. Quand nous l'avons soulevée, il y avait des escaliers qui descendaient vers une cave. L'estomac d'Evan se noua, mais il garda un visage calme. Et qu'y avait-il dans la cave? Les larmes coulèrent de nouveau. Elle. La vraie Sloan, pas celle du rêve. Elle était attachée à une chaise. Il y avait du ruban adhésif sur sa bouche. Elle était sale et effrayée. Un autre sanglot secoua son petit corps. C'était elle. Je l'ai vue, là-dessous. M'appelant, même si elle ne pouvait pas parler. Evan l'enveloppa de nouveau dans ses bras, son propre cœur battant à tout rompre. « Tout va bien » murmura-t-il, même si ce n'était pas le cas. « Tu as été très courageuse. » « Ce n'est pas tout, » dit Callie en se reculant une fois de plus. Il y avait une petite fenêtre dans la cave. À travers, je pouvais voir un château d'eau bleue et un panneau sur la route. Il disait. Elle fronça les sourcils. « Bienvenue à Green Valley. Greenridge ?»
Green River, suggéra Evan, se souvenant d'une petite ville à quelques heures de route. Oui, s'exclama Callie. Green River. C'était ça. Et il y avait un numéro sur le panneau. Je crois que c'était 16 ou 18. Une vague de froid submergea Evan. Le rêve était trop vivant, trop détaillé pour n'être que l'imagination d'une enfant. Et si c'était réel? Et si Callie voyait vraiment ce que Sloan voyait, à travers un lien inexplicable de jumelles? Et encore une chose, ajouta Callie, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il y avait un homme. Je n'ai pas pu voir son visage, il faisait trop sombre. Mais il portait des bottes de fermier. Et quand il parlait, sa voix était étrange, comme si quelque chose n'allait pas avec sa gorge. Evan attrapa son téléphone, prêt à appeler Dana, mais s'arrêta. Il était presque 3 heures du matin. Aussi urgent que ce soit, cela devrait attendre quelques heures. Je vais te faire du chocolat chaud, décida-t-il. Ensuite, si tu veux, tu pourras dormir dans ma chambre ce soir. Qu'en penses-tu? Callie hocha la tête, clairement soulagée de ne pas être laissée seule. Evan la prit dans ses bras, elle était si légère, si minuscule et la descendit. Pendant que le lait chauffait sur la cuisinière, Evan observait Callie assise à la table, les pieds se balançant au-dessus du sol. Ses mains tremblaient encore légèrement et ses yeux avaient ce regard lointain de quelqu'un qui avait été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû. « Tu penses que ce que j'ai vu est réel ?» demanda-t-elle soudain. « Que Sloan est vraiment là ?» Evan hésita. Il ne voulait pas mentir, ni nourrir de faux espoirs ou l'effrayer davantage. « Je pense que tes rêves sont importants, répondit-il avec précaution. Et je pense que toi et Sloan avez un lien spécial que nous ne pouvons pas expliquer. Demain matin, j'appellerai Dana et je lui raconterai tout ce que tu m'as dit. » Cela parut satisfaire Callie, qui hocha solennellement la tête, comme si elle acceptait une grande responsabilité. Plus tard, après le chocolat chaud et la lecture de quelques chapitres supplémentaires du livre préféré de Sloan, Callie s'endormit enfin dans le grand lit d'Evan. Il resta éveillé, fixant le plafond, pensant aux granges rouges, au château d'eau bleue et à une ville appelée Green River. L'aube arriva, grise et bruineuse, comme si le ciel reflétait l'humeur tendue de la maison. Evan avait à peine dormi, des cernes sombres sous les yeux témoignant d'une nuit passée éveillée à surveiller le sommeil agité de Callie. Dès que l'horloge sonna 7 heures, il attrapa le téléphone et composa le numéro de Dana. « J'ai besoin de te voir, maintenant, dit-il dès qu'elle répondit. Callie a fait un rêve. Un rêve différent. Dana arriva 40 minutes plus tard, les cheveux encore humides de la pluie, un air inquiet sur le visage. Callie dormait encore, épuisée après le cauchemar. « Raconte-moi tout », exigea Dana sans préambule, s'asseyant à la table de la cuisine où Evan attendait avec une cafetière de café fort. Evan raconta le rêve en détail. La forêt, la grange rouge, la cave, le château d'eau, le panneau pour Green River, la voix étrange de l'homme. À chaque phrase, le visage de Dana devenait plus sérieux. « Green River » murmura-t-elle quand il eut fini. « C'est à environ 150 km d'ici. Zone rurale, beaucoup de vieilles fermes. » « Tu penses que ça pourrait être réel ?» demanda Evan, l'espoir et la peur luttant dans sa poitrine. Dana sirota son café, perdu dans ses pensées. « Normalement, je dirais que ce n'est qu'un rêve. Mais... » Elle laissa la phrase en suspens. « Mais rien dans tout ça n'est normal, » conclut Evan. Leur ressemblance, les rêves qui ont commencé quand Sloan a disparu, la façon dont Callie semble juste savoir des choses sur Sloan que personne ne lui a dites. « Exactement, soupira Dana. Écoute, je ne crois pas au surnaturel, je n'y ai jamais cru. Mais j'ai vu assez de cas étranges pour savoir qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer complètement. Alors, tu vas enquêter ? Pressa Evan, se penchant en avant. Ils feront plus que ça, répondit Dana, la détermination dans les yeux. Je vais convaincre la police d'étendre les recherches à Green River. Dana tint parole. Utilisant son influence d'ancienne détective et d'enquêtrice respectée, elle organisa une réunion avec le capitaine Reynolds, chef de l'unité des personnes disparues, ce matin-là même. Evan laissa Callie avec une voisine de confiance et accompagna Dana au poste. La réunion fut tendue, Reynolds étant initialement sceptique. « Un rêve ?» répéta-t-il, regardant de Dana à Evan comme s'ils avaient perdu la tête. « Vous me demandez de mobiliser des ressources sur la base du rêve d'une enfant ? Une enfant qui est la jumelle identique de la fillette disparue, argumenta Dana. Et qui a montré à plusieurs reprises un lien inexplicable avec sa sœur. Les tests ADN confirment qu'elles sont jumelles,
capitaine, ajouta Evan. Ça ne peut pas être juste une coïncidence. Reynolds se pencha en arrière dans sa chaise, pesant leurs mots. Alors, que voulez-vous que je fasse exactement? Nous n'avons aucune juridiction à Green River. Appelez le shérif là-bas, suggéra Dana. Expliquez la situation. Demandez une fouille des zones rurales, surtout près d'un château d'eau bleue. S'il ne trouve rien, au moins nous aurons essayé. Le capitaine tapota ses doigts sur le bureau. Le corps que nous avons trouvé n'était pas Sloan, interrompit Evan. C'était une autre enfant, toujours non identifiée. Ce qui signifie qu'il y a un prédateur qui cible les jeunes enfants, peut-être le même qui a pris Sloan. Cet argument final fit mouche. Reynolds décrocha le téléphone. Je vais passer quelques appels, décida-t-il. Pas de promesses, mais nous allons vérifier. Le reste de la matinée fut un tourbillon d'appels téléphoniques, de réunions et de négociations tendues. Pendant ce temps, à la maison, Callie dessinait ce qu'elle avait vu dans son rêve, la grange rouge, le château d'eau bleue, la cave sombre. Ces illustrations, remarquablement détaillées pour une enfant de 5 ans, furent remises à la police pour les recherches. Dans l'après-midi, il y eut confirmation. Le shérif de Green River, un homme nommé Tom Hadley, vérifia la présence d'un château d'eau bleue à la périphérie de la ville. Oui, il y avait plusieurs fermes abandonnées dans la région, certaines avec des granges rouges. Nous nous coordonnons avec le shérif Hadley, informa Reynolds à Evan et Dana, qui attendaient anxieusement dans son bureau. Nous déploierons des hélicoptères, des unités canines et des équipes de recherche dans cette région. Quand commence-t-il? Demanda Evan, incapable de cacher l'urgence dans sa voix. Demain, à la première heure, répondit Reynolds. J'ai besoin de quelques heures pour organiser. Green River est une vaste zone rurale avec de nombreuses propriétés isolées. Cela nécessitera un effort coordonné. Dana hocha la tête, satisfaite de sa réponse. Nous aurons besoin de cartes détaillées de la région. Et il serait utile de parler aux gens du coin qui connaissent bien la région. Quelqu'un qui peut nous indiquer les vieilles granges rouges. Le shérif Hadley s'en occupe déjà, dit Reynolds. Il rassemble les résidents locaux qui pourraient aider, des ouvriers agricoles, des facteurs, toute personne familière avec les parties les plus reculées de la région. Evan sentit une vague d'espoir si forte qu'elle faillit le submerger. Après des semaines de recherches infructueuses, de fausses pistes et d'espoirs déçus, ils avaient enfin quelque chose de tangible. Quelque chose qui venait directement de Callie et de son lien avec Sloan. « Merci, capitaine, dit-il en tendant la main à Reynolds. Je sais que ce n'est pas conventionnel, mais... N'en parlons plus, répondit Reynolds en serrant fermement la main d'Evan. Je fais juste mon travail. Et s'il y a la moindre chance que nous puissions retrouver votre fille en vie, nous utiliserons toutes les ressources disponibles. Alors qu'il quittait le poste, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. La pluie avait cessé, laissant l'air pur et frais. « Tu penses qu'on la trouvera ?» demanda Evan doucement alors qu'il marchait vers la voiture. Dana le regarda, ses yeux reflétant la lumière dorée du soir. « Je n'ai jamais abandonné une affaire de ma carrière, dit-elle. Et je n'abandonnerai pas celle-ci. On la trouvera, Evan. Callie nous a montré le chemin. » Quand ils arrivèrent à la maison, Evan trouva Callie dans le salon, dessinant de nouveau. Elle leva les yeux vers lui, une question silencieuse dans son regard. « Ils vont chercher, » confirma Evan en s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Demain. Hélicoptère, chien, tout le tralala. Ils trouveront cette grange rouge. » Callie hocha la tête et retourna à son dessin. Cette fois, à côté de la grange, elle dessina une petite fille assise dans un coin, serrant ses genoux. « Elle attend, » dit Callie sans lever les yeux. « Elle sait que nous arrivons. » Cette nuit-là, pendant que Callie dormait de nouveau dans sa chambre, Evan s'assit sur le porche, contemplant les étoiles qui commençaient à briller dans le ciel nocturne. Quelque part, à 150 km de là, Sloan regardait peut-être le même ciel à travers une minuscule fenêtre de cave, attendant, s'accrochant à l'espoir. « On arrive, ma puce, » murmura-t-il dans l'obscurité. « Tiens bon. On arrive. » Pendant ce temps, à Green River, le shérif Hadley raccrochait son téléphone après un énième appel à un résident local, un fermier qui connaissait chaque recoin de la région, chaque propriété abandonnée, chaque grange rouge cachée dans les bois entourant la petite ville. « Retrouvez-moi au poste demain à 5 heures du matin, » ordonna le shérif. « Nous aurons besoin de votre aide. » L'aube à Green River arriva, froide et enveloppée d'un épais brouillard qui s'accrochait aux arbres comme des fantômes.
Le soleil n'était qu'une lueur à l'horizon lorsque les équipes de recherche se rassemblèrent au bureau du shérif Hadley. Des officiers locaux, la police de la ville d'Evan, des spécialistes canins et Evan lui-même, qui n'avaient pas fermé l'œil de la nuit. Dana était à ses côtés, serrant une tasse de café fort, les yeux fixés sur la carte étalée sur la table centrale. Ils avaient marqué toutes les granges rouges connues dans la région, mais la zone était vaste, avec de nombreuses propriétés abandonnées et des routes non répertoriées. Nous avons 10 équipes prêtes à commencer, expliqua le shérif Hadley en désignant la carte. Chaque équipe couvrira un secteur. Les hélicoptères ne peuvent pas faire grand-chose dans ce brouillard, mais dès qu'il se lèvera, ils se joindront à nous. Evan étudia la carte, essayant de la faire correspondre au dessin de Cali. Le château d'eau bleue était marqué, et autour, plusieurs points rouges indiquaient des granges possibles correspondant à la description. Il y en a beaucoup, murmura-t-il, sentant le poids de la tâche à accomplir. C'est pourquoi j'ai appelé des renforts, répondit le shérif, regardant vers la porte alors qu'un homme entrait. Il était grand et mince, la cinquantaine, la peau burinée par le soleil et les mains calleuses. Il portait un jean délavé, une chemise en flanelle rouge sous une veste élimée, et des bottes maculées de boue. Son visage était sérieux, celui de quelqu'un qui connaissait cette terre et ses secrets. « Voici Frank Tanner, » dit le shérif. Il travaille comme gardien pour plusieurs propriétés locales. Il connaît ces bois mieux que n'importe quelle carte. Frank hocha poliment la tête, sans sourire. Ses yeux bleus balayèrent le groupe, s'attardant sur Evan. « Vous êtes le père de la fille, » affirma-t-il. Pas une question, mais un fait. Evan hocha la tête. Evan, merci. Merci de nous aider. Frank haussa les épaules, un geste suggérant que ce n'était pas grand-chose. Aucun enfant ne devrait se perdre dans ces bois. Surtout pas maintenant, avec l'hiver qui approche. Le shérif fit glisser la carte vers lui. Frank, nous avons besoin de ton aide pour affiner notre zone de recherche. Nous cherchons une grange rouge abandonnée près du château d'eau. Frank se pencha sur la carte, ses doigts traçant le papier avec la précision de quelqu'un qui connaît l'endroit par cœur, pas seulement comme des lignes. Il y a 5 granges qui correspondent à cette description, dit-il après un moment. Mais seulement 3 sont vraiment abandonnées. Les 2 autres sont encore utilisées pour le foin. Il marqua 3 points sur la carte avec un crayon. Ils se trouvaient tous à environ 1,5 km du château d'eau, mais dans des directions différentes. Nous commencerons par celle-ci, décida le shérif. Frank, peux-tu guider l'une des équipes ? Le gardien hocha la tête, mais hésita ensuite, un air étrange sur le visage. Il y a quelque chose que vous devriez tous savoir, dit-il finalement. Quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. Tout le monde dans la pièce se redressa, le silence soudain lourd d'attente. J'étais en train de vérifier les clôtures à l'extrême nord de la propriété Wilkins, commença Frank, désignant un endroit sur la carte près de cette grange-ci. Il indiqua l'un des 3 points marqués, c'était presque le crépuscule. J'ai entendu quelque chose. Qu'avez-vous entendu ? Demanda Dana en se penchant. Frank déglutit, comme si le souvenir le dérangeait. Des cris. On aurait dit un enfant. Des appels à l'aide. Ça m'a fait peur. Le cœur d'Evan s'accéléra. Qu'avez-vous fait ? J'ai essayé de suivre le son, continua Frank. Mais il a fait nuit vite, et cette partie des bois est dense. J'ai pensé que c'était peut-être juste un animal. Vous savez, parfois les coyotes peuvent faire des bruits, eh bien, comme des enfants qui crient. Dana et Evan échangèrent un regard, tous deux soupçonnant que ce n'était pas un coyote. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé plus tôt ? Demanda le shérif, son ton plus curieux qu'accusateur. Frank soupira. Signaler quoi ? Un bruit étrange dans les bois ? En plus, personne n'avait parlé d'un enfant disparu par ici. Je n'ai appris cette recherche que lorsque vous m'avez contacté hier soir. Le shérif hocha la tête, acceptant l'explication. Eh bien, cela change nos priorités. Nous nous concentrerons d'abord sur cette grange. Je viens avec vous, dit immédiatement Evan en s'adressant à Frank. Moi aussi, ajouta Dana. Le shérif organisa rapidement la logistique. Une équipe, dirigée par Frank, comprenant Evan, Dana et 2 officiers, enquêterait sur la grange nord. Les autres équipes se déploieraient vers les autres points marqués, en gardant le contact radio. 20 minutes plus tard, ils étaient en route. Le brouillard commençait à se lever, mais le ciel restait gris et menaçant de pluie. Evan était assis à l'arrière du véhicule du shérif, Dana à côté de lui. Frank était à la place du passager avant, donnant des instructions. « C'est plus rapide si nous prenons cette route jusqu'ici », expliqua-t-il en montrant sur la carte.
Ensuite, nous marcherons environ 500 mètres à travers les bois. La route était accidentée, se transformant en un étroit chemin de terre à mesure qu'il s'enfonçait dans la campagne. La tension dans la voiture était palpable. Evan gardait les yeux sur le paysage qui défilait, vieux arbres, champs abandonnés, une ferme ou une grange isolée de temps en temps. « C'est le tournant », dit finalement Frank, indiquant un sentier à peine visible parmi les arbres. « On continue à pied d'ici. » Ils sortirent du véhicule et s'équipèrent de radios, de lampes de poche et d'armes pour le shérif et les officiers. Frank ouvrait la marche, marchant avec assurance, le pied sur un terrain qu'il connaissait bien. La forêt était dense, de grands arbres bloquant une grande partie de la lumière et rendant la journée couverte encore plus sombre. « Gardez les yeux ouverts », avertit le shérif. « Et restez groupés. » Ils marchèrent en silence, le seul son étant le craquement des feuilles sous leurs pieds et un appel d'oiseau occasionnel. Le cœur d'Evan battait la chamade, chaque pas les rapprochant potentiellement de Sloan. Après environ 10 minutes, Frank leva la main, leur faisant signe de s'arrêter. Là, murmura-t-il en désignant devant lui. Partiellement cachée par les arbres, se dressait une grange rouge délavée. La peinture s'écaillait par endroits, et l'une des grandes portes pendait de travers sur ses gonds. Elle correspondait exactement à la description de Cali. « Nous approcherons avec précaution », murmura le shérif. « Nous ne savons pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur. » Ils se déplacèrent lentement, accroupis, faisant le moins de bruit possible. Au bord d'une petite clairière, le shérif ordonna aux officiers de cerner le périmètre. « Frank, restez ici avec Monsieur Mercé », ordonna-t-il. « Dana, vous et moi entrerons par l'avant. » Officiers Jensen et Ramirez couvraient l'arrière. Dana hocha la tête, sortant son arme, une relique de ses jours de détective. Evan voulut protester, dire qu'il devait être le premier à entrer, à trouver sa fille, mais il savait que ce serait imprudent. Si le ravisseur était toujours à l'intérieur, cela pourrait être dangereux. Des minutes qui parurent des heures s'écoulèrent tandis qu'Evan et Frank regardaient les officiers prendre position. Finalement, le shérif et Dana se glissèrent jusqu'à l'entrée avant de la grange, tandis que les deux autres disparaissaient autour de la structure. Le shérif compta silencieusement jusqu'à 3 avec ses doigts, puis lui et Dana se précipitèrent à l'intérieur, armes au poing. Evan retint son souffle, attendant des coups de feu ou des cris. Au lieu de cela, après une pause, il entendit la voix du shérif à la radio, vérification initiale terminée. Aucun signe d'occupant. Entrez. Frank fit signe à Evan et ils coururent vers la grange. À l'intérieur, Evan fut accueilli par une odeur de moisie, de vieille paille et autre chose, une odeur suggérant une présence humaine récente. L'intérieur de la grange ressemblait exactement à celui du rêve de Cali, des outils rouillés accrochés au mur, du foin éparpillé sur le sol, de la poussière tourbillonnant dans les rayons de lumière provenant des interstices du toit. Mais il y avait aussi des signes clairs que quelqu'un y avait été récemment. « Regardez ça », appela l'un des officiers, désignant un coin. Un tas de vieilles couvertures, une bouteille d'eau vide, quelques restes de nourriture, et quelque chose qui glaça le sang d'Evan. Un petit élastique à cheveux roses, identique à ceux que Sloan portait toujours. « Elle était là », murmura-t-il, ramassant l'élastique avec des doigts tremblants. « Il y a plus », appela Dana de l'autre côté de la grange. « Venez voir. » Ils se rassemblèrent tous là où Dana était accroupie, examinant le sol. Là, partiellement cachée sous de la vieille paille, se trouvait une trappe. « La cave », murmura Evan, se souvenant des mots de Cali. Le shérif leur fit signe de reculer, et lui et Dana se positionnèrent de chaque côté de la trappe, armes prêtes. De nouveau, d'un mouvement rapide, le shérif attrapa l'anneau métallique et tira, révélant une ouverture sombre et une échelle en bois menant vers le bas. Département du shérif. Appelait-il. Quelqu'un en bas? Silence. Seul le faible écho de sa propre voix. J'y vais, décida Dana, posant un pied sur le premier barreau. Restez sur vos gardes. Je viens avec vous, dit Evan fermement, indiquant clairement qu'il n'accepterait pas de refus. Le shérif hésita, puis hocha la tête. Très bien. Mais restez derrière elle. Frank, vous et les autres officiers, maintenez la position ici. Dana descendit la première, lampe de poche dans une main, arme dans l'autre. Evan suivait de près, le cœur battant si fort qu'il avait l'impression qu'il allait éclater de sa poitrine. L'échelle grinça sous leur poids. L'air devint plus froid et plus humide à mesure qu'ils descendaient. En bas, Dana balaya la lampe de poche en cercle, illuminant l'espace. C'était une petite cave, mur en béton et sol en terre battue.
Une unique fenêtre étroite près du plafond laissait entrer un filet de lumière terne. Et là, dans un coin, parmi des chiffons et une vieille couverture, gisait une petite forme immobile. Evan sentit le monde s'arrêter. Dana avança prudemment, l'arme toujours levée, tandis qu'il restait figé sur la dernière marche. « Il y a quelqu'un ici !» cria Dana, la voix tendue. Puis, plus doucement, « Sloan merci !» La silhouette remua légèrement. Un faible gémissement s'échappa. Dana baissa son arme et se précipita vers le paquet, Evan juste derrière elle. La lampe de poche révéla ce que son cœur savait déjà. C'était Sloan. Sa fille. Vivante. Son visage était sale et émacié, ses cheveux sombres emmêlés. Elle portait les mêmes vêtements que lors de sa disparition, maintenant sales et déchirés. Ses yeux étaient mi-clos, comme si la lumière lui faisait mal après des jours dans l'obscurité. « Sloan » murmura Evan, tombant à genoux à côté d'elle. « Oh mon Dieu, Sloan !»« Papa !» Sa voix était à peine un souffle, presque inaudible. « Oui, c'est moi », réussit à dire Evan, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « C'est moi, mon amour. » Doucement, il la souleva dans ses bras. Elle était si légère, si frêle. Il pouvait sentir ses côtes à travers le tissu fin de sa chemise. « Papa t'a trouvé », dit-il, la berçant comme il le faisait quand elle était bébé. « Tout va bien maintenant. Tu es en sécurité. » Sloan pleura doucement, un son qui brisa le cœur d'Evan et pourtant le remplit d'une gratitude indescriptible. Elle était vivante. Blessée, faible, déshydratée, mais vivante. « Nous devons la sortir d'ici, » dit Dana, parlant déjà dans sa radio. « Nous avons la fille. Vivante. Besoin de secours médicaux d'urgence. » Evan se leva, Sloan dans ses bras. Elle semblait si petite, si vulnérable. Ses yeux se fermèrent, pendant un instant terrifiant, il pensa. Mais non. Elle respirait encore. Elle s'était seulement évanouie, épuisée après l'épreuve de sa captivité. « Tiens bon, ma puce », murmura-t-il, se dirigeant prudemment vers l'échelle. « Nous rentrons à la maison. Et Callie attend de te rencontrer. » Dana monta la première, faisant place alors qu'ils émergeaient de la cave. Les officiers et Frank étaient prêts, leurs visages montrant un mélange de choc et de soulagement. « Bonté divine », murmura Frank, fixant la petite fille dans les bras d'Evan. Elle était là depuis le début. « Les secours sont en route, dit le shérif. Un hélicoptère aussi. Ils l'emmèneront directement à l'hôpital d'Oakville. » Evan hocha simplement la tête, incapable de parler. Toute la tension, toute la douleur, toute la peur des dernières semaines avaient mené à ce moment. Sa fille dans ses bras, frêle mais vivante. Une chance de recommencer, de guérir, de réunir la famille qui n'aurait jamais dû être déchirée. En attendant les secours, Evan s'assit sur une vieille botte de foin, serrant fort Sloan. Dana s'approcha, plaçant une couverture autour de la fillette. « Tu l'as fait » dit-elle doucement à Evan. « Ou plutôt, vous l'avez fait toutes les deux. Toi et Callie. » Evan regarda le visage endormi de sa fille. Si semblable à celui de Callie. Des jumelles séparées par le destin, réunies par un lien qui défiait l'explication. « Nous devons le dire à Callie » murmura-t-il. « J'appelle déjà la voisine qui est avec elle » l'assura Dana. « Elle va être tellement heureuse. » Dehors, les sirènes résonnaient à travers les bois. L'aide était arrivée. Bientôt, Sloan serait dans un hôpital, recevant les soins dont elle avait besoin. Et ensuite, elle rencontrerait enfin sa sœur jumelle. La fille qui refusait de croire qu'elle était morte. Celle dont les rêves les avaient menés à ce moment. Frank se tenait près de la porte de la grange, observant le père et la fille avec une expression pensive. « PF », dit-il lentement. « J'ai vu beaucoup de choses étranges dans ces bois en plus de 30 ans. Mais jamais rien de tel au-dessus de leur tête. » Le vrombissement des pales d'hélicoptère emplissait maintenant l'air, encerclant la clairière à la recherche d'un endroit pour atterrir. « C'est un miracle », dit le gardien. « Il n'y a pas d'autre mot. » Evan leva les yeux, rencontrant ceux de l'homme. « Ce n'est pas un miracle », corrigea-t-il doucement. « C'est l'amour. Le genre d'amour qui maintient les gens connectés, même quand ils sont séparés. » Alors que les secouristes arrivaient enfin, se précipitant sur le sentier forestier avec leurs sacs et leur équipement, Evan embrassa doucement le front de Sloan. « On rentre à la maison, ma puce » murmura-t-il. « Ta sœur attend. » L'hôpital pour enfants d'Oakville était un bâtiment moderne avec une façade colorée, décorée de peintures d'animaux et de mobilier adapté aux enfants pour rendre l'expérience moins effrayante. Ce matin ensoleillé,
Evan marchait dans ces couloirs blancs, tenant fermement la main de Callie. Elle était silencieuse, ses pas hésitants, ses yeux fixés droit devant elle. 3 jours s'étaient écoulés depuis le sauvetage de Sloan. 3 jours de tests médicaux, d'interrogatoires de police et de journalistes campant devant l'hôpital. 3 jours pendant lesquels Sloan n'avait été consciente que brièvement, trop faible pour de longues visites. Mais ce matin, les médecins autorisaient enfin les sœurs à se rencontrer. Sloan se remettait physiquement, légère déshydratation, quelques ecchymoses et égratignures, mais rien qui ne puisse guérir. Les cicatrices émotionnelles prendraient plus de temps, certainement, mais cette première étape de son rétablissement était sur le point de se produire. « Tu es nerveuse ?» demanda Evan doucement, remarquant que Callie se mordillait la lèvre inférieure, un geste qu'il savait maintenant que Sloan faisait aussi quand elle était anxieuse. Callie hocha la tête, les yeux toujours baissés. « Et si elle ne m'aime pas ?» Evan s'arrêta, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Elle t'aime déjà, dit-il doucement. Elle t'a vu dans ses rêves, tout comme tu l'as vu. Vous vous êtes rencontrés avant même de vous rencontrer en personne. » Cela fit naître un petit sourire sur les lèvres de Callie. « C'est vrai. » Ils continuèrent dans le couloir jusqu'à ce qu'ils atteignent la chambre 204. Dana attendait dehors, parlant doucement avec un médecin. Elle sourit et fit un signe de la main en les voyant. « Bonjour Callie, salua-t-elle. Il y a quelqu'un de très excité de te rencontrer. » Le médecin, une femme d'âge mûr aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, se pencha légèrement. « Bonjour Callie. Je suis le docteur Martin. Je m'occupe de ta sœur. »« Elle va mieux ?» murmura Callie. « Beaucoup mieux » l'assura le docteur Martin. « Elle a demandé après toi dès qu'elle s'est réveillée. » Les yeux de Callie s'écarquillèrent. « Vraiment ? » « Vraiment » confirma le médecin. « Elle a dit qu'elle avait encore rêvé de toi. » Evan sentit la petite main de Callie se resserrer autour de la sienne. Le lien entre les jumelles continuait de l'étonner, même après le sauvetage, même le danger passé. Il était toujours intense. « Vous pouvez entrer maintenant » continua le docteur Martin. « Rappelez-vous juste qu'elle se remet encore, alors pas de jeux brutaux. Si elle se fatigue, vous devrez partir pour qu'elle puisse se reposer. » Evan hocha la tête, reconnaissant de la sollicitude du médecin. « Nous comprenons. » Dana posa une main sur l'épaule de Callie. « Tu veux que j'entre avec toi ?» Callie jeta un coup d'œil à Evan, puis de nouveau à Dana, et secoua la tête. « Non merci. Je veux y aller avec Evan. » Dana sourit avec sympathie. « Bien sûr. Je serai juste dehors si vous avez besoin de moi. » Evan prit une profonde inspiration et frappa doucement à la porte. Une infirmière ouvrit, souriant en les voyant. « On vous attendait » murmura-t-elle en ouvrant plus grand la porte. « Elle est impatiente. » La pièce était lumineuse, les murs peints d'une douce couleur pastel, une grande fenêtre laissant entrer la lumière du soleil matinal. Des dessins d'enfants étaient accrochés au mur, des fleurs dans un vase et quelques animaux en peluche, des tentatives pour rendre l'environnement hospitalier moins clinique. Et dans le lit, appuyé contre des oreillers blancs, se trouvait Sloan. Evan sentit Callie se figer à côté de lui à la vue de sa sœur. Pour la première fois, pas en rêve, pas en photo, mais dans la vie réelle. La ressemblance était si profonde qu'elle semblait impossible, comme se regarder dans un miroir qui reflétait non seulement les traits physiques, mais quelque chose de plus profond. Sloan aussi devint très immobile, ses grands yeux verts, identiques à ceux de Callie, fixés sur la fillette dans l'embrasure de la porte. Un bandage couvrait son bras où la perfusion était insérée. Son visage montrait encore des signes de fatigue, mais ses joues avaient plus de couleur, et il y avait une lumière dans ses yeux qui n'était pas là quand Evan l'avait trouvée. Pendant un long moment, personne ne parla. Les seuls sons étaient le léger bip des moniteurs et la respiration des sœurs, qui semblaient synchronisées même lors de cette première rencontre. « Salut » dit finalement Callie, sa voix douce mais assurée. Un lent sourire s'étala sur le visage de Sloan. « Salut » répondit-elle, sa voix encore un peu rauque par manque d'usage. Evan poussa doucement Callie en avant. L'infirmière se glissa dehors, fermant doucement la porte pour leur donner de l'intimité. Debout près du lit, Callie regarda Evan comme pour demander la permission. Il hocha la tête, lâchant sa main. Callie s'approcha, maintenant à portée de Sloan. « Je t'ai vu » dit Sloan doucement, tendant la main avec hésitation. « Dans mes rêves. » Callie sourit, un sourire radieux, si pur qu'Evan sentit des larmes lui monter aux yeux. « Moi aussi » dit-elle en prenant la main tendue de sa sœur. Au moment où leurs mains se touchèrent, quelque chose dans la pièce sembla changer. Une énergie douce,
presque imperceptible, pulsa entre elles. Leurs visages montrèrent de la surprise, puis une profonde reconnaissance. « Tu m'as sauvé », murmura Sloan en serrant la main de Callie. « J'ai juste montré le chemin », répondit Callie. « Papa t'a trouvé. » Le mot « papa » sortit naturellement, sans effort, comme si Callie l'avait dit 1000 fois auparavant. Le cœur d'Evan eut l'impression qu'il allait éclater, débordant d'amour. Il s'approcha, s'asseyant sur le bord du lit. « Callie m'a mené à toi, Sloan, dit-il doucement. Sans elle, nous n'aurions jamais trouvé la grange. » Sloan regarda sa sœur avec admiration. « Tu n'as pas eu peur ?»« Si, » admit Callie. « Mais j'étais plus inquiète pour toi. » Un autre silence, non pas gênant, mais rempli d'émotion et de connexion. Lentement, Sloan se décala sur un côté du lit, faisant de la place. C'était une invitation silencieuse, et Callie comprit immédiatement. Avec précaution, pour ne tirer aucun tube ni fil, Callie grimpa sur le lit, s'asseyant à côté de sa sœur. Un instant, elles se regardèrent simplement, comme pour mémoriser chaque trait. Puis, comme mues par le même élan, elles se serrèrent dans les bras. Evan regardait, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues, tandis que ses filles s'étreignaient pour la toute première fois. Leurs petits bras s'enroulèrent l'un autour de l'autre avec une aisance naturelle qui défiait le fait qu'elles avaient été séparées à la naissance. Il n'y avait aucune hésitation, aucune étrangeté, seulement la reconnaissance que quelque chose qui avait été incomplet était maintenant entier. « Je savais que je n'étais pas seul », murmura Sloan contre l'épaule de Callie. « Même quand j'avais peur, je sentais que quelqu'un était avec moi. »« Tu ne seras plus jamais seul, » promit Callie. « Plus jamais. » Evan s'approcha, les enveloppant toutes les deux dans ses bras. Ses filles. Ensemble, enfin. Une famille qu'il n'avait jamais su qu'il pouvait avoir, maintenant complète. « Vous êtes un miracle, » murmura-t-il en embrassant leurs têtes sombres identiques. « Mon miracle. » Les filles se reculèrent légèrement, juste assez pour se regarder de nouveau. Elles avaient tant de choses à se dire, tant d'histoires de vie séparées qui fusionnaient maintenant en une seule. Mais pour l'instant, ce moment suffisait. Deux moitiés d'un tout, réunies enfin. La lumière dorée du matin inondait la fenêtre de l'hôpital, baignant les jumelles. Quoi que l'avenir leur réserve, elles l'affronteraient ensemble. Entières, enfin. Comme elles étaient toujours censées l'être. Pendant que les jumelles se rétablissaient à l'hôpital, Dana Whittaker poursuivait son enquête. L'affaire ne se terminerait pas avec le sauvetage de Sloan. Quelqu'un était responsable. Quelqu'un avait méticuleusement planifié l'enlèvement, placé un faux corps et gardé une enfant de 5 ans captive pendant des semaines. La grange abandonnée fut le premier indice. Au bureau des registres du comté, Dana se pencha sur des documents jaunis et poussiéreux, traçant le propriétaire de ce lopin de terre oublié. La propriété avait changé de main de nombreuses fois au fil des décennies. Elle appartenait à l'origine à la famille Arquin, puis à une société forestière, et enfin, il y a environ 5 ans, à une société appelée Bright Vale Holdings. Bright Vale Holdings, marmonna Dana en le notant. De retour au poste, elle découvrit que la société n'était qu'une coquille vide, sans bureau physique ni employé connu. Juste une adresse postale et un nom figurant comme directeur, Marcus Turner. C'est alors que son téléphone sonna. Un contact du service financier. Dana, Bright Vale Holdings est une filiale d'une autre société appelée Brigg Enterprises. Le nom Brigg lui disait quelque chose. Nathaniel Brigg. Il était apparu au début de l'enquête sur les antécédents d'Evan, puis avait été écarté comme non pertinent. Un ancien partenaire commercial. En 1 heure, le tableau devint plus clair. Il y a 7 ans, Nathaniel Brigg et Evan Mercer avaient été partenaires dans une entreprise technologique. Le partenariat avait pris fin quand Evan avait découvert que Brigg détournait des fonds. Evan l'avait dénoncé, et Brigg avait tout perdu, argent, réputation, carrière. Et Marcus Turner? C'était le cousin de Brigg, avec un casier judiciaire pour délits mineurs. Il avait un mobile. Il avait les moyens. Et maintenant, nous savons qu'il a un lien avec l'endroit, conclut Dana. J'ai besoin d'un mandat pour la résidence de Nathaniel Brigg. La demeure de Nathaniel Brigg se trouvait dans une communauté fermée exclusive à l'extérieur de la ville. Dana mena l'équipe, s'approchant de sa porte d'entrée, le mandat dans sa poche comme une promesse de justice. Brigg était grand et mince, les cheveux gris, les yeux froids. Il portait un costume gris impeccable, comme s'il attendait des visiteurs. Monsieur Brigg, nous avons un mandat pour perquisitionner votre propriété en relation avec l'enlèvement de Sloan Mercer, annonça Dana en montrant son badge.
Il doit y avoir une erreur, dit Briggs doucement. Je ne sais rien à ce sujet. La perquisition fut minutieuse. Dans son bureau, caché dans un coffre-fort derrière un tableau, ils trouvèrent un dossier contenant des photos de surveillance de la maison des Mercey, des détails sur la routine de Sloan, et des reçus de paiement à Marcus Turner. Encore plus, des notes sur une fillette non identifiée, même âge et apparence que Sloan, vivant dans un refuge. La fillette dont le corps avait été placé pour être trouvé est confondue avec Sloan. Quand Dana revint avec les preuves, le sang-froid de Briggs se fissura enfin. Monsieur Briggs, vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement de Sloan Mercey et la mort de Jane Doe. Alors que les officiers le menottaient, Briggs sourit, un sourire creux, dépourvu d'humour ou de bonheur. Il ne m'a rien laissé, dit-il calmement. Alors j'ai pris ce qu'il aimait le plus. Vous avez kidnappé une enfant innocente pour vous venger, dit Dana, le dégoût perçant dans sa voix. Les affaires sont les affaires, répondit Briggs. Il a détruit ma vie. Je voulais qu'il ressente la même chose. Pendant l'interrogatoire, le tableau complet émergea. Briggs avait engagé Marcus Turner pour exécuter l'enlèvement. Un autre complice, un employé d'une morgue, avait fourni le corps d'une enfant décédée de cause naturelle pour le faire passer pour Sloan. Le plan était de garder Sloan en vie pendant quelques semaines, prolongeant l'agonie d'Evan, et ensuite. Dana frissonna à ce qui aurait pu arriver s'il n'avait pas trouvé Sloan à temps. 2 jours plus tard, Evan se rendit au poste de police. Il avait besoin de voir de ses propres yeux l'homme qui avait failli détruire sa famille. Nathaniel Briggs était assis dans la salle d'interrogatoire, portant toujours son costume cher, maintenant froissé après des jours en cellule. Quand Evan entra, leurs regards se croisèrent. « Pensiez-vous vraiment que cela arrangerait quoi que ce soit » demanda Evan, sa voix basse mais assurée. Briggs ne répondit pas, se contentant de lui rendre son regard. « Vous avez essayé de me briser » continua Evan. « Mais à la fin, c'est vous qui avez perdu. » Briggs parla enfin. « Vous ne m'avez rien laissé. » « Vous avez fait vos choix, répondit Evan. Et maintenant, vous en avez fait un autre qui vous coûtera le reste de votre vie. Evan se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Vous savez ce qui est ironique? Si vous n'aviez pas fait ça, je n'aurais jamais trouvé Callie. Je n'aurais jamais su que Sloan avait une sœur jumelle. D'une certaine manière, vous avez rendu ma famille plus complète. Le masque de Briggs glissa enfin, révélant le vide de sa vengeance. Inutile. Destructrice. Uniquement pour lui-même. Evan sortit sans un regard en arrière. Dehors, le soleil brillait. Il avait 2 filles qui attendaient à l'hôpital, et une nouvelle vie à construire avec elles. Lors du procès qui suivit, Briggs fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge, horrifié par la cruauté calculée du crime, imposa la peine maximale, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Marcus Turner et les autres complices reçurent également de longues peines. Lorsque le marteau du juge tomba, rendant la sentence officielle, Evan ne ressentit ni joie ni satisfaction. Seulement du soulagement. Un sombre chapitre se fermait enfin. Dana le trouva à l'extérieur de la salle d'audience. « C'est fini, dit-elle simplement. » Evan hocha la tête. « Pas complètement. Les filles ont encore un long chemin à parcourir. Nous tous. »« Vous y arriverez, » l'assura Dana. « Vous avez déjà surmonté le pire. » Evan pensa à ses 2 filles, aux semaines de guérison à venir, aux défis encore à relever. Mais il pensa aussi à leurs sourires identiques, à leurs rires partagés, et aux moments joyeux qui emplissaient maintenant sa maison. Oui, acquiesça-t-il. Le pire est derrière nous. L'été arriva à Oakville avec un ciel d'un bleu éclatant et une chaleur qui faisait chatoyer l'asphalte. Mais dans le jardin des Mercey, l'ombre généreuse des vieux arbres rendait la chaleur confortable, voire agréable. C'était un samedi matin, et la cour était remplie de voix d'enfants. Sur la pelouse soigneusement tondue, 2 filles identiques couraient pieds nus, leurs cheveux sombres tressés en nattes assorties qui rebondissaient à chaque mouvement. Elles portaient des shorts et des t-shirts colorés, leurs genoux montrant de petites égratignures, signes d'aventure et de jeux turbulents. Sloan tenait un bâton qui, dans leur monde imaginaire, devenait une baguette magique. Callie brandissait un vieux parapluie, investi de pouvoirs spéciaux. Elle pouvait voler comme Mary Poppins ou s'en servir de bouclier contre des monstres invisibles. « Attention !» cria Sloan en désignant un arbre voisin. « Le géant arrive !» Callie ouvrit rapidement le parapluie, s'en servant de bouclier. « Vite, utilise ta magie !» Depuis le porche, confortablement installé avec un verre de limonade glacée, Evan Mercey regardait ses filles avec un sourire serein.
Sur la table à côté de lui reposait un dossier rouge estampillé du sceau du tribunal de la famille. Les papiers d'adoption définitifs de Callie, désormais officiellement Callie Mercé, signés ce matin même après des mois de procédure légale. Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions et de défis. Après le sauvetage de Sloan et l'arrestation de Nathaniel Brigg, il y avait eu le long processus de guérison, physique mais surtout émotionnel. Les premières semaines furent les plus difficiles. Sloan faisait des cauchemars fréquents, se réveillant en hurlant la nuit. Callie luttait encore contre la peur de l'abandon, la perte de sa mère, l'adaptation à une vie stable après si longtemps dans la rue. Il y eut des séances de thérapie, des larmes, des revers. Mais il y eut aussi des progrès, de petites victoires quotidiennes qu'Evan célébrait discrètement. La première nuit où les 2 filles dormirent sans cauchemar, le premier petit déjeuner où elles rirent ensemble comme si elles avaient été sœurs toute leur vie, le premier jour où Sloan put parler de sa captivité sans trembler, la première fois que Callie désigna la maison comme notre maison, et non ta maison. Laura, l'ex-femme d'Evan, rendit visite quelques fois. Le traumatisme des fausses funérailles lui rendait impossible de revenir complètement. Elle vivait maintenant dans une autre ville, reconstruisant sa vie pas à pas, mais elle gardait un contact régulier avec Sloan, qui étonnamment, développa une affection particulière pour Callie. Inscrire Callie à l'école avait été un autre défi. Des années dans la rue avaient laissé des lacunes dans son éducation, mais sa détermination était remarquable. Avec des tuteurs et le soutien indéfectible d'Evan et Sloan, elle rattrapa rapidement son retard. « Papa, regarde !» appela Sloan, sortant Evan de ses pensées. « On a construit une maison de fées. » Il posa sa limonade et se dirigea vers l'endroit où les filles étaient accroupies, examinant une minuscule structure faite de bâtons, de feuilles, de fleurs et de cailloux colorés. « C'est la maison de la reine des fées », expliqua solennellement Callie. « Elle a besoin d'un endroit sûr pour vivre. » Evan s'agenouilla à côté d'elle, admirant le soin qu'elles avaient mis à construire la structure miniature. « C'est parfait », les félicita-t-il. « Je suis sûr que la reine des fées va adorer. » « Ce soir, on laissera du miel ici, » ajouta Sloan. Callie a dit que les fées aiment le miel. « Ma maman me l'a dit. » Callie intervint, sans la tristesse qui accompagnait autrefois les mentions de sa mère. Maintenant, il n'y avait qu'un doux souvenir. « Ta maman avait raison », acquiesça Evan en touchant doucement l'épaule de Callie. « Rose savait beaucoup de choses intéressantes, n'est-ce pas ?» Callie hocha la tête en souriant. L'un des petits rituels qu'ils avaient créés était d'honorer la mémoire de Rose, de la garder vivante à travers des histoires et des souvenirs. Dans le salon, une photo d'elle tenait maintenant une place d'honneur aux côtés des photos de famille. Après un rapide goûter à l'ombre d'un grand figuier, les filles retournèrent à leur jeu, inventant cette fois une histoire complexe de pirates cherchant un trésor caché. Evan retourna à sa place sur le porche, les observant de son endroit préféré. Le soleil de midi projetait une lueur dorée sur la cour, contrastant parfaitement avec le vert vibrant de l'herbe et des arbres. Les rires des filles emplissaient l'air comme une musique. Un moment de perfection qu'Evan savait qu'il chérirait pour toujours. Dana avait eu raison quand elle avait dit, des mois auparavant, que c'était comme si elles partageaient le même temps. Il y avait une synchronicité entre Sloan et Callie qui dépassait la ressemblance physique. La façon dont elles finissaient les phrases l'une de l'autre, comment elles semblaient communiquer sans mots, comment elles savaient instinctivement ce que l'autre ressentait. En les regardant courir à travers la cour, visage identique illuminé de sourires, Evan ressentit une gratitude si profonde qu'elle en était presque douloureuse. « Je pensais avoir perdu une fille », murmura-t-il pour lui-même, les yeux embués de larmes. « Et maintenant, j'en ai 2. » Son regard s'attarda sur Callie, l'enfant improbable qui était apparu de nulle part et avait tout changé. « Merci, Callie. Tu m'as mené à elle. » Dans la cour, les filles dansaient maintenant en rond, se tenant la main et chantant une chanson inventée sur les fées, les pirates et les trésors magiques. Leurs rires se fondaient en un seul son, tout comme leurs ombres fusionnaient sur l'herbe sous le soleil. 2 moitiés d'un tout, enfin réunies. Une famille brisée et reconstruite, plus forte pour avoir été autrefois brisée. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À bientôt dans la prochaine histoire.